Ah bah c'est parti, hein. Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode. Je suis accompagné aujourd'hui de Baptiste Marché. Bonjour Baptiste et bienvenue sur le podcast. Bah bonjour, merci de m'avoir invité, c'est sympa. Alors j'ai découvert ta chaîne, on va remettre dans le contexte un petit peu, hein. Ça fait pas très longtemps que j'ai découvert ta chaîne. Ah, Euh, ça fait pas très longtemps qu'elle existe de toute façon, hein, on a que 2 mois et demi d'existence, donc c'est ça. même si ça fait pas longtemps, tu seras quand même dans les premiers à l'avoir découvert. Mais c'est quand même assez impressionnant de voir l'attractivité qu'il y a eu là depuis les débuts. Ouais, C'est allé assez vite t'as- quand même. Ouais. Et ouais. alors quand tu dis on, c'est parce que vous êtes Ah plusieurs? oui, je dis on parce que je parle de mon équipe en fait de production, mais après, y a que moi qu'on voit, mais y a d'autres gens qui travaillent dessus forcément. Hmm. Et, oui, oui, on a de la chance à l'heure actuelle, on fait, juste avant la dernière vidéo qu'on postait, on faisait déjà 50 000 vues par jour. Et, euh, Et là, on est encore bien au-dessus. On a fait presque 100 000 vues depuis hier soir sur la dernière vidéo. Donc on en est à presque, je sais plus combien on est. On doit être autour de entre 600 et 700 000 vues cumulées en 2 mois. Donc Ouais, non, c'est beaucoup. on est content. Hein. On est Ouais, content. franchement, c'est un super score. Euh, Au moment où on enregistre cet épisode, la vidéo qui est sortie hier, c'est celle avec Papacito, Repas du Ouais. Seigneur. Bon, j'invite les auditeurs à aller la regarder, elle est marrante. Alors ceux qui sont véganes, peut-être pas, Attends, peut-être ceux pas. qui sont véganes, à mon avis, c'est la mauvaise chaîne Non, YouTube en règle générale à les regarder. exactement. Et comme je te disais en off, moi, comme je suis originaire du Sud-Ouest, ça m'a plutôt parlé cette histoire de canard, confit de canard. Euh, non, c'était pas le confit de canard, c'était Et si, il magret. y en avait. Il y avait Il y avait du magret confit fumé, aussi. magret de canard fumé, confit de canard, cuisse de canard. Ça, c'est l'entrée, ouais. Voilà, ça donne Et envie. foie gras de canard. Et Et une foie gras de entrée full canard. canard. Bon, est-ce que tu pourrais te présenter, comme à l'habitude, je demande à mes invités, pour ceux qui ne te connaissent pas. Oui, alors je m'appelle Baptiste Marchais, je suis compétiteur en développé couché avant tout, avant de faire du YouTube, etc. Je suis sportif de haut niveau. Je fais de la compétition à haut niveau depuis 2013. J'ai plusieurs titres et j'ai notamment le record de France, toutes fédérations confondues, de développé couché dans la catégorie des moins de 100 kilos, avec une barre à 235 kilos. Ok. Bon, tu sais qu'il y avait une question que je posais moi à tous mes invités au début du podcast, que j'ai un petit peu laissé tomber, surtout qu'il y a des conversations que j'ai eues avec d'autres personnes qui n'étaient pas forcément directement en lien avec le milieu du sport, de la musculation. Mais j'ai envie de te la poser aujourd'hui. Je trouve ça intéressant. D'abord, t'as quel âge? J'ai 26 ans. 26 ans. Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as fait un entraînement en salle de sport et peut-être ta toute première séance de développé couché? Comment ça s'est passé? Alors la toute première séance de développé couché, je pourrais pas, je sais quand c'était, mais après, tu vois ce que je veux dire, la séance exacte, c'est difficile à se rappeler. En tout cas, ce qui est assez amusant, un truc que je pense que j'ai presque jamais dit, parce qu'on me pose pas souvent la question, mais c'est qu'au tout début, quand j'ai commencé, le développé couché, ça m'a paru trop dur à la barre. J'avais du mal, donc j'ai laissé tomber, et pendant des mois, j'ai fait que aux haltères parce que je trouvais ça trop dur. Donc c'est drôle aujourd'hui avec le recul que j'ai sur ce que j'ai fait. C'est quand même marrant de se dire qu'au début ça me paraissait trop dur, donc j'avais laissé tomber. Puis un jour avec un pote, le pote avec qui je m'entraînais à l'époque, qui aujourd'hui, donc enfin ça n'a rien à voir, mais ce mec-là est le chef de l'équipe de modération de ma chaîne YouTube. Et c'est le premier mec avec qui j'ai commencé la muscu à l'époque. Et donc ce mec-là m'a dit mais viens, vas-y, on s'y remet au coucher à la barre, vas-y, si on s'y met, ça se trouve on va réussir et tout, tu vois, parce qu'on galérait. Et ainsi je me suis dit bah allez, vas-y, ouais, vas-y, on s'y remet. Et puis après le temps a fait le reste. Et toi, tu t'entraînais déjà depuis un petit moment? Quand ça? La première fois que j'ai fait du développé couché? Ouais, à ce moment-là, lorsque tu t'es remis sous la barre, est-ce que tu avais des mois Bah, ça d'entraînement faisait, oui, quelques mois. Ça faisait quelques mois que je faisais de la muscu et qu'en gros, j'avais laissé tomber à la barre pour faire aux haltères. Et puis, au bout de quelques mois, j'ai décidé de me remettre à la barre, ouais. Mais bon, c'était les tout débuts, hein, c'était les prémices. Ça devait être les 6 premiers mois de muscu. Et tu te souviens combien t'as mis sur la barre? Je me souviens pas exactement, mais c'était autour de 60 kilos, quelque chose comme ça, hein. Voilà, donc c'était ta première barre, t'avais mis une de tes premières barres, tu mettais 60 kilos. Ah bah ouais, au début quand j'ai commencé, mais bon, moi-même, je pesais 60 kilos, donc c'était pas, c'était pas Non, non, choquant, mais, quoi. non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'avais la première fois. Bon, on n'a pas le même gabarit non plus, mais la première fois que j'ai fait du développé couché, j'ai mis 30 kilos, hein. 30 kilos et je faisais pas 5 Ouais, mais, répétitions. ouais, mais moi, je connais des mecs qui, quand ils ont commencé, mettaient 80 kilos, tu vois. Ça dépend aussi de quand tu commences. Moi, j'ai commencé jeune. Donc j'avais 15 ans, j'étais très très fin
Je suis petit, donc j'étais forcément léger. J'étais pas maigre, hein, mais j'avais un gabarit athlétique. Je faisais de la boxe en poids léger, quoi. Donc, donc forcément, bon, la force, c'était pas. J'avais jamais travaillé, tu sais, j'avais pas l'habitude d'engager ma fibre de cette façon et tout. Et donc, j'ai dû mettre, ouais, je sais même plus, entre 50 et 60 kilos, mais oui, autour de 60 kilos, parce que je me rappelle que c'était à peu près mon poids, quoi, que je mettais. Et puis voilà, et puis c'était galère, j'arrivais pas à garder la trajectoire de la barre et tout. Puis après, c'est monté petit à petit. Je me rappelle de la fois où j'ai passé les 100 kilos, les 150, les 200, tout ça, je me rappelle. Ça fait quoi? Parce que moi, je pense que ça m'arrivera jamais. De passer quelle barre? Ouais, 100. Bah, déjà 100, je pense que. Ah bon? Tu penses que 100, ça t'arrivera jamais? Bah, le truc, c'est que déjà en ce moment, les salles sont fermées, donc il n'y a plus de développé couché. Ouais, ici, c'est pareil. En fait, si, je pense que je pense que je pourrais, mais faudrait que je sois focus dessus en fait. Voilà, c'est ça. Ouais, je pense que Là, je fais tout le monde peut, mais entre après, 65 et 70 kilos. faut le vouloir. Si tu Juste t'en pour donner un branles, petit t'as peu aucun intérêt à faire ça, tu vois. Juste pour donner. Je t'ai pas entendu. Je sais pas si. Non, je t'entends plus. C'est bon, t'es revenu. Ok. Ouais. Donc, non, je te disais, ouais, je fais entre 65 et 70 kilos et je pense que je ferai. Ma barre max serait 90, entre 90 et 95, je pense. Bon, bah alors, donc t'es pas loin, tu vois. Donc tu t'entraînerais un peu spécifiquement ou tu prendrais un petit peu de poids et ça passerait tout seul. Ouais, c'est ça. Bon, et alors comment tu passes de ce stade-là où finalement t'es pas hyper chaud pour le développer couché la toute première fois où t'en fais avec la barre, à finalement tu retestes avec un ami et ça te plaît, et alors de là jusqu'à te dire j'adore ça, je continue, je pratique et puis je finis par faire des compétitions et devenir champion de France. Et d'Europe. Et d'Europe. Et bientôt du monde, j'espère. Et ben en fait, ça s'est fait en plusieurs étapes. En fait, en gros, bon, moi j'ai commencé la muscu parce que je faisais des sports de combat, que j'étais jeune, que comme j'étais fin, mon kiné m'a dit, bah écoute, fais un peu de muscu et tout pour te renforcer, et puis comme ça, tes articulations elles prendront moins de choc quand tu boxes et tout. Donc je suis allé dans une salle de muscu sans connaître quoi. Et j'ai fait ça. Et puis tu sais, en allant à la salle, tu découvres un univers, tu découvres des gens qui eux font beaucoup de musculation, qui eux sont déjà passionnés. Donc j'ai découvert des body, tout ça, tu vois. C'est un univers que je connaissais pas du tout. Et j'ai découvert, tu sais, je sais même pas si c'est sur internet ou voilà, tu sais, ou à la salle ou quoi, mais en gros, en étant dans ce milieu, tu vois, j'ai découvert des gens qui faisaient les concours de force du powerlifting, tu vois. Et là, tout de suite, ça a été le coup de foot. Je me suis dit, ah ouais, putain, mais c'est ça qu'il faut que je fasse, concours de force, mais c'est trop bien, tu vois. Parce que, je sais pas, tu vois, moi je suis un mec qui a grandi dans les années 90, donc mes références, c'est que des mecs balèzes. Toujours, tu vois, j'ai grandi en plus mes parents là-dessus, ils m'ont éduqué correctement, donc avec des références viriles pour les garçons, donc du coup, bah, forcément, moi, enfin voilà, tu sais, ça a réveillé le truc de petit garçon en moi de dire il faut être le plus fort, tu vois. Et de voir qu'il y avait un sport comme ça et tout, avec des mecs qui étaient vraiment stylés, qui faisaient ça, je me suis dit, ouais, c'est trop bien. C'est vraiment ce que je veux faire. Et après, j'ai le développé couché, c'est ce qui me plaisait le plus. Au début, j'étais parti, j'ai commencé à m'entraîner en 3 mouvements. Bon, à l'époque, je faisais 82 kilos. J'ai commencé à m'entraîner en 3 mouvements, comme si j'allais tirer en 3 mouvements. Puis ensuite, je me suis dit, attends, ouais, franchement, on peut faire que du coucher, je préfère. Je vais me focaliser. Moi, j'aime bien être spécialisé dans un truc, je vais faire vraiment que du coucher. Et puis j'ai rencontré Didier Michelon, qui est un spécialiste français du bench équipé, qui est genre le plus grand spécialiste français du bench équipé. Moi, je faisais pas de l'équipé, hein, mais du coup, c'est lui qui m'a mis dans le bain, qui m'a expliqué comment ça marchait. C'est lui qui m'a appris tout ce que j'ai appris au début, toutes mes bases en matière de bench. C'est lui qui me les a appris. C'est lui qui m'a amené en compétition, qui m'a montré comment ça marchait les compètes et tout. Et donc, je l'ai déjà suivi 1 an. Pendant 1 an, je l'ai suivi en compétition lui, pour voir un peu comment ça se passe. Et ça, je le conseille à tous les mecs qui veulent démarrer de la compétition, d'y aller, mais de pas concourir les premières fois, juste pour voir le délire. Parce que tu sais, il y a des trucs que tu ne pourras jamais apprendre sur internet ou en vidéo ou quoi. Tu as des trucs à la con, mais de savoir comment ça se passe une table de juge, comment ils t'appellent, tu sais dans quel ordre ils t'appellent, comment c'est quand tu dois aller noter ta hauteur de barre, des conneries comme ça. Ça c'est des trucs que t'apprends sur le tas. Et le truc c'est qu'apprendre ça sur le tas quand tu dois concourir, genre ta première, bah t'es un peu paumé quoi. Donc soit tu vas avec un mec qui te drive super bien, mais même tu vois être dans l'inconnu c'est toujours un peu stressant. Soit tu fais comme moi et tu vas avant plusieurs fois, tu vois des compètes, et comme ça le jour où c'est à toi de passer, tu sais à peu près comment ça va se passer. C'est ce que j'ai fait. Puis après ma première compétition, j'ai été champion de France. À l'époque c'était sub junior, je crois que j'étais. Donc je me rappelle, c'était teenager, champion de France teenager.
en moins de 90 avec une barre à 157,5. Je crois que c'est ma première barre que j'ai fait en compétition. Et après, j'ai été champion d'Europe l'année d'après en moins de 100 kilos, je sais plus si c'est en teenager ou en junior, avec une barre à 180 kilos. Et après, j'étais lancé. Et après, tes objectifs? C'était. À l'époque ou Ouais, maintenant? à l'époque. Non, non, on y reviendra peut-être sur le maintenant, mais à À l'époque, l'époque, c'était tu voulais 200 aller jusqu'où? kilos. 200 kilos, c'était la barre de ouf pour moi. Dans la salle où je m'entraînais, le record historique de la salle, c'était 200 kilos. Ça paraissait un chiffre de ouf, tu vois, parce qu'aujourd'hui, avec Internet, t'as l'impression que 200 kilos, c'est rien, mais je peux t'assurer que quand tu te balades dans les salles de sport, des mecs qui font 200 kilos proprement, t'en vois pas non plus 1 milliard, tu vois. Donc c'était pour un mec qui était comme moi, tu vois, qui était passionné de force, 200 kilos, c'était déjà ouf. Donc 200 kilos, c'était vraiment mon objectif. J'ai passé 200 kilos en 2014, donc il y a 6 ans. 200 kilos. Et là, le jour où en fait, j'ai raté une fois 200 en Géorgie, dans un championnat d'Europe GPA en Géorgie. J'ai raté 200. Et j'ai réussi 200 l'année d'après à Folkestone en Angleterre, dans un Open, dans un tournoi Open de la BPU. Et j'ai fait 200 et 205 dans la même compétition. Donc en fait, j'ai pas eu le palier 200 où mon max c'était 200, tu vois, j'ai fait 200, 205. Et comment ça se passe, une compétition? C'est quoi l'ambiance? Est-ce qu'il y a du monde? Est-ce qu'il y a du public? Est-ce qu'il y a des Ça dépend encouragements? un peu où, Ça dépend un peu où t'es, mais dans la plupart des fédérations, à part l'IPF, dans la plupart du reste, ça se passe pareil. En gros, il y a du public. Alors après, ça dépend de l'événement, de la taille de l'événement, mais t'as quand même globalement du public parce que t'as toujours les accompagnants des autres athlètes. Même si tu vas dans une compétition où il y a pas de public, t'as toujours du monde, quoi, tu vois. Mais après, ça dépend de la taille de la compète. T'as des compètes qui sont dans des salons, par exemple. Et dans les salons, t'as grave du public. T'as des compètes comme les championnats, etc., où t'as du public. Ça dépend des pays. T'as des pays où c'est très attractif et des pays où c'est pas très attractif. Donc, ça dépend. Mais globalement, t'as du public. T'as une scène qui est face au public, donc, sur laquelle t'as le plateau où tu tires et puis t'as 3 arbitres autour de toi. Et puis, en gros, t'es réparti par poids, donc par plateau par catégorie de poids. Donc, tu peux avoir entre 1 à 3 catégories de poids par plateau. Ça dépend du nombre en fait de compétiteurs, tu vois. Si en moins de 100 vous êtes 20, bon bah vous allez avoir un plateau tout seul pour 20 personnes. Mais si il y a 5-6 mecs en moins de 100, 5-6 mecs en moins de 110 et 5-6 mecs en moins de 125, bah, ils vont faire un plateau pour tous les trois. C'est pour ces 3 catégories. Et ensuite tu passes dans ton ordre de barre, pas dans ton ordre de poids. C'est-à-dire que si tu fais des barres très lourdes, tu peux passer après des mecs plus lourds que toi, tu vois. Donc c'est assez stylé de passer en fin de plateau, parce que des fois t'as des mecs qui font, moi ça m'arrive de tirer avec des mecs qui font 150 kilos et de passer après eux, c'est stylé, tu vois. T'ouvres plus lourd, c'est-à-dire que t'ouvres plus lourd qu'eux. Et ensuite, donc tu passes par ordre de barre, tout le monde fait son premier essai. Si c'est réussi, tu peux soit arrêter là, soit mettre plus lourd et faire un deuxième essai, donc le temps que tout le monde passe, quoi. Soit si tu rates, tu peux faire la même barre ou arrêter. Mais tu ne peux pas descendre d'un premier essai à un deuxième et d'un deuxième à un troisième, tu peux pas descendre de poids. Et en gros, tu as 3 essais, c'est ton plus lourd des 3 essais qui compte. Et à la fin, en fait, t'es classé par le mec qui a fait le plus de poids, le plus gros levé par catégorie de poids, quoi. Mmh. C'est quoi l'ambiance entre les compétiteurs? Est-ce que C'est cool. il y a de la, Franchement, c'est ouais, il cool. y a de la sympathie? Ah ouais, c'est vraiment super cool. Bon après, c'est la guerre dans le sens où les gens ils sont dans leur truc. Tu sais, c'est un sport qui demande à être extrêmement focus. Donc en fait, c'est très cool jusqu'au moment où le mec passe là, évidemment. Mais non, franchement, c'est stylé. Moi, je vais dans des compètes. Des fois, j'ai personne. J'arrive tout seul comme un connard. Je trouve des mecs pour m'aider, des mecs pour m'échauffer, me sortir les barres, tu vois. Alors que les gars, je concours contre leurs potes ou quoi. Y a pas de souci, tu vois. Tu tournes quand t'es à l'échauffement, tu tournes sur les mêmes bancs avec des mecs contre qui tu vas concourir. Hein. Donc non, franchement, c'est assez cool. En général, ouais, les mecs bah tu vois, c'est toujours pareil. Déjà, il faut bien comprendre que des fois la compète elle est jouée avant que ça démarre. Donc chacun vient des fois concourir que pour soi-même. C'est-à-dire que moi par exemple, j'arrive dans une compète. Imaginons, je vais à monde WRPF. Je vais tirer avec les meilleurs au monde de ma catégorie, qui sont bien meilleurs que moi. Par exemple, Perry Petchenev, le mec fait 280. Quand je vais concourir contre lui, entre guillemets, je concours pas vraiment contre lui. Je sais très bien, avant même qu'il fasse une barre, que de toute façon c'est lui le premier. Tu vois. Donc en fait, moi je viens pour valider une barre. Donc si en plus j'ai l'occasion de voir un mec ultra fort comme lui pousser sur le même plateau que moi, c'est hyper stylé. Donc je suis content. Donc en fait, moi je vais passer, je vais faire ma barre. Après quand lui va passer, je vais l'encourager à fond. J'ai envie de le voir faire un record. Donc le délire il est comme ça, tu vois. C'est que tu fais des barres et après t'as des mecs qui étaient contre toi qui viennent prendre des photos avec toi en disant putain c'est stylé ce que t'as fait. Donc non, franchement c'est super. C'est vraiment très très différent du body. Moi j'adore le body comme spectateur, tu vois. Je respecte à fond les body, le travail qu'ils font, c'est vraiment
c'est hyper dur, tu vois. On n'est pas du tout sur les mêmes trucs de travail, mais la difficulté, elle est là. Mais par contre, les ambiances des compétitions, putain, ça pue du cul, tu vois. C'est souvent, et même eux, ils s'en plaignent, hein, c'est souvent des sales mentalités, ils se font souvent descendre et tout. Donc c'est un peu dommage. Alors que dans le power, vraiment, moi, j'ai jamais vu ça, tu vois. En tout cas, en compétition, et surtout à l'international. Faut toujours regarder à l'inter, hein. Et à l'international, honnêtement, j'ai jamais eu de problème comme ça, tu vois. Et comment tu justifierais ça, le fait qu'en body, les mecs ils sont hyper complètes peut-être, pas une grosse ambiance derrière les coulisses, et puis en bench, enfin même en force athlétique, j'imagine Powerlifting, que powerlifting, ouais, c'est beaucoup plus fraternel. Il y a un truc de. Bah déjà, comme je te dis, je pense que déjà le body, le problème c'est que rien n'est joué avant la compète, tu vois. T'arrives et en fait c'est un peu au petit bonheur la chance, comment les juges ils vont t'apprécier ou pas, tu vois. Tu sais, en fait quand t'as tes mecs qui arrivent pour concourir en body, tu vois à peu près qui va être sur le podium, mais tu sais pas qui va être premier, tu vois. Donc c'est contestable. Et puis il y a un moment, le mec il est premier, toi t'es deuxième, et t'as des gens qui vont te dire ouais mais non mec, putain il est moins bien que toi, il est moins gros à ce niveau-là, il est moins ceci, moins cela. Ouais. Attends, juste 2 secondes. Whitney, tu peux fermer le rideau s'il te plaît, j'ai le soleil dans la gueule. Ils vont te dire ouais il est moins comment il est moins bien, il est moins. Donc après tu te dis ouais c'est injuste. Alors que en power, il a fait une barre plus lourde que toi. Qu'est-ce que tu veux? Il n'y a pas de contestation possible, tu vois. Si le mec a fait 230 et que toi t'as fait 220, voilà, il l'a fait, il est plus fort, point, fin, tu vois. Donc tu le respectes et puis c'est tout. Donc du coup c'est ça, tu vois ce que je veux dire? Il peut y avoir moins de problèmes, quoi. Le fair play il est un petit peu obligatoire parce que rien n'est contestable. Ah, tu peux toujours contester les techniques, il y a des choses, ça peut arriver. Ça arrive aussi, hein, ça peut arriver. C'est pas non plus idyllique, mais globalement ça se passe très très bien. Ouais, il y a l'aspect en body, il y a l'aspect vraiment très subjectif, hein. De toute façon, C'est le problème, ouais. ouais, c'est en fonction des juges. Enfin, il y a tellement il y a des paramètres qui sont extrêmement Ouais, subjectifs, et en fonction c'est ça. d'eux. Et puis il y a un C'est ça. cadre politique aussi, j'imagine, des fois. Là où le powerlifting, bon, bah, tu passes la barre, tu la passes pas, quoi. C'est ça. C'est ça. T'as des juges qui peuvent Ouais. être, et tu vois, plus conciliants. Par exemple, le maximum qui puisse arriver, c'est que des juges soient plus conciliants avec certains mecs. Je parle pour si jamais s'ils sont pas fair play, hein. Ils peuvent être plus conciliants avec certains mecs sur des erreurs techniques et puis plus durs avec d'autres, c'est ce qui peut arriver. Mais si ta technique elle est nickel, moi par exemple, on ne m'a jamais refusé une barre en compétition. Donc à un moment, je veux dire, Pourquoi on pourrait refuser une barre? C'est quoi bah, les. alors au développé couché par exemple, il y a des points très simples. Tu peux partir avant la claque, donc partir avant l'ordre du juge. Donc ça c'est pas bon. Tu peux lever les fesses du banc. Tu peux bouger les pieds pendant que tu sors la barre. Tu peux re-raquer la barre avant qu'on te l'ait demandé. Donc pas respecter les ordres. Les ordres c'est descendre, c'est quand tu descends partir et qu'on te demande ensuite de raccrocher, tu vois. C'est-à-dire que si tu soulèves ta barre, t'as gagné, t'as fini et que tu la raccroches avant qu'on t'ait demandé, hop, ta barre elle compte pas. Donc il y a ce genre de truc, lever les fesses, bouger les pieds, tu vois, c'est des erreurs techniques comme ça. Donc ça peut faire que c'est pas bon. Mais si t'arrives, même si t'arrives dans une compète où les juges te détestent, imaginons, je sais pas pourquoi, mais imaginons, tu vois, t'arrives dans une compète, tous les juges te détestent. Si ta barre elle est parfaite, ils pourront rien faire, tu vois. Si tu fais un tout petit truc qui aurait pas forcément valu, tu vois, mais qui aurait valu un rouge, mais pas une disqualification, les mecs ils peuvent t'assassiner si vraiment c'est des bâtards. Mais si ta barre elle est parfaite, bah à un moment ils te détestent pas, elle est bonne, c'est tout, un point, tu vois. Donc c'est pour ça, tu vois. Du coup, il y a beaucoup moins de problèmes et il y a beaucoup moins de mecs qui ragent. Et est-ce que tu te sens hyper compète, toi, dans ta tête? Euh, je sais pas, ça dépend. Ça veut dire quoi pour toi hyper compète? Est-ce que Est-ce que l'esprit de compétition, est-ce que c'est un truc que tu as toujours eu en toi? Est-ce que tu l'as développé avec les concours, avec euh, les, les concours de powerlifting? Est-ce que tu sens que quand tu es dans une compète, ça t'anime, tu as envie Ouais, même si il y a le truc fraternel, tu vois, on l'a dit, enfin, où tu veux pas, tu t'entends bien avec les autres, tu veux pas les écraser, tu veux pas les tuer, t'es pas bien là sûr. Ouais. pour saboter leur bagnole la veille de Non, non, leur bien sûr, performance, ça tu n'a rien vois. à voir. Mais est-ce que c'est un truc que tu as en toi, que tu as développé, ou pas nécessairement? Alors, je vais te dire un truc. Quand je concours en France, je m'en bats un peu les couilles. Dans le sens où, tu vois, par exemple, quand je vais, par exemple, pour donner un exemple, à l'époque où je tirais à la WPC, quand je voulais me qualifier, ces dernières années, quand je voulais me qualifier au championnat d'Europe, je venais en France et je faisais juste le minima, tu vois, la barre minimum pour être qualifié. Comme ça, je laisse ma place de champion de France à des mecs qui veulent être champion de France, qui ont besoin de titres et qui méritent, tu vois, même s'ils sont moins forts que moi, parce qu'au moins ça leur fait des titres, puis moi je m'en fous. Mais par contre, quand je suis à l'international, je me sens un peu investi, dans le sens où tu représentes, tu vois, j'ai toujours l'impression que
d'une part, même dans une façon minuscule, je représente la France. Donc, il faut que je fasse, tu vois, il faut que je fasse honneur. Et ça, pour le coup, il faut ça, je pense que c'est vraiment le truc qui m'anime, tu vois. Et ça, je l'ai découvert évidemment en concourant à l'international les premières fois, tu vois. En fait, mon premier titre de champion d'Europe, quand je me retrouve sur le podium et que j'entends la Marseillaise et tout, je me dis ah ouais, mais en fait c'est ça, tu vois. En fait, tout ce qu'on a fait là, c'est pour ça, tu vois. Tu sais, tu réalises pas, t'es jeune et tout, tu fais une barre, tu veux valider, ouais, champion d'Europe. Mais en fait, champion d'Europe, une fois que t'es sur le podium et que t'entends la Marseillaise, tu fais, en fait, c'est ça que ça veut dire champion d'Europe. Ça veut dire de l'Europe, c'est moi le plus fort, tu vois. Et ça c'est stylé. Je pense que c'est ça moi, c'est ça qui m'investit, ouais. Qui me pousse. L'esprit de compétition, en tout cas, il vient de là. Ok. Et- Bon, tu t'es rendu compte que tu étais balèze en force, sur ce mouvement assez tôt. Comment c'est venu? Euh, Est-ce qu'on t'a dit, t'as des collègues qui t'ont dit, ouais, putain, t'es sacrément doué, toi, pour cet exercice, t'es fait pour, ça se voit? Ah ben, moi, je crois pas, hein. Je crois pas, même encore aujourd'hui, je crois pas que je sois fait pour ou quoi, ou que je sois spécialement balèze. En fait, le truc, c'est que déjà, il faut regarder par rapport à où on regarde. À l'heure actuelle, moi, je suis la 100e performance mondiale. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même 100 mecs qui ont déjà fait mieux que moi en compétition, tu vois. Donc, il y a même des mecs de catégorie en dessous de moi qui font des barres plus fortes. Donc après, tout dépend à quel point tu mets balèze. Moi, je suis très très investi dans ce que je fais. Ça, d'accord. Donc ça paye parce que je me bats pour. Mais après, tu vois, en fait, en Tu penses gros, pas avoir tu penses pas avoir une prédisposition, prédisposition? Ouais. absolument pas, absolument pas. Peut-être mentale. Je pense que j'ai sûrement une prédisposition mentale à faire ce genre de sport parce que déjà en France, moi j'ai rencontré beaucoup de mecs qui ne prenaient pas ça au sérieux. C'est ça le truc. C'est que moi j'étais un des premiers mecs qui prenait ça au sérieux au sens c'est sérieux ce qu'on fait, tu vois. Et le problème c'est ça, c'est qu'en fait il y a trop de mecs qui disent ouais mais bon c'est pour rigoler, c'est du loisir. Bah oui je veux bien, il y a pas de souci. Mais c'est sérieux, tu vois. Quand mec tu passes toute ta vie à faire ça, tu dors le bon nombre d'heures pour ça, tu manges ce qu'il faut pour ça, tu te détruis à l'entraînement 10 ou 15 heures par semaine pour ça et tu es en train de me dire c'est vrai c'est pour rigoler. Bah moi pour rigoler, je fais une partie de play avec mes potes, tu vois. Parce que là, mec, j'investis tout mon fric, tout mon temps, ma vie de famille, etc. là-dedans. J'espère que c'est sérieux, tu vois. Donc, non, pour moi, c'est sérieux. Et du coup, le fait de dire c'est sérieux et de se renseigner, tu sais, d'aller voir ailleurs et de voir ailleurs, c'est très sérieux. Qu'aux États-Unis ou en Russie, c'est très sérieux. Que t'as le président qui vient saluer des champions en Russie, ou que tu vois aux États-Unis, au Texas, l'État où je vais le plus souvent, c'est un sport universitaire avec des gens reconnus dans ce domaine, des coachs reconnus, des coachs de powerlifting reconnus par l'État, etc. C'est sérieux là-bas, tu vois. C'est pas pour rigoler. Donc on peut faire quelque chose de sérieux et à partir de ce moment-là, je pense, en fait, à force de faire semblant, en fait, faut faire ça, faut faire semblant d'être un champion, tu vois. Faut pas croire que tu te la racontes parce que tu vis comme un champion. En fait, il faut faire semblant d'être un champion, manger comme un champion, s'entraîner comme un champion, accorder l'importance que ça a comme si tu étais un champion, et au bout d'un moment, en fait, t'auras plus besoin de faire semblant parce que tu seras un champion. Ouais, c'est intéressant. Ça me fait penser un peu au dicton là, tu sais, fake it until you make it. Voilà. Euh, ouais. Et bon, alors, oui, sérieux, mais c'est pas sérieux en France. Tu trouves, toi, encore aujourd'hui, que c'est pas Non, considéré comme hyper sérieux? Et qu'est-ce qui bien pourrait sûr. faire que ça devienne sérieux? Est-ce que c'est une question d'argent? Il n'y a pas assez de budget? Il y a pas, ou alors ça rapporte? Il y a des athlètes qui sont c'est des sponsors? C'est quoi? Mais les Qui gens, fait que ouais, c'est pas assez sérieux, considéré comme sérieux. alors déjà, il faut savoir qu'en France, c'est zéro médiatisé, d'accord. Tu vois, c'est zéro médiatisé. Mon coach, Didier Michon, 33 fois champion du monde, personne ne sait qui c'est. Donc à un moment, il y a un prof, enfin mon ancien coach, tu vois. À un moment, il y a un problème, tu vois. Et puis, comment dire, ouais, tu vois, le problème c'est ça, c'est que il y a des gens, ils définissent ce qu'ils font par rapport à la reconnaissance. Et comme en France, t'as aucune reconnaissance, bah du coup, si t'as aucune reconnaissance dans leur tête, c'est que c'est pas si sérieux que ça. Tu vois. Mais pourquoi le foot c'est sérieux et le power c'est pas sérieux? Dans les deux cas, c'est juste des mecs qui font un sport par rapport à des règles établies par une fédé, c'est tout. C'est pas plus ou moins sérieux. C'est juste que le foot ça brasse des millions et le power ça brasse rien. Mais après, en tant qu'investissement, etc., c'est sérieux. Et si tout le monde commence à faire comme si c'était hyper sérieux, etc., regarde moi, si je vais te dire un truc, moi, si j'avais écouté les mecs, toutes les années où je faisais à la salle, où je me déglinguais à la salle,
et où les mecs me disaient bon Bat, c'est bien gentil la muscu, mais tu sais c'est pas un boulot, hein, t'en vivras jamais, blablabla. Bla, bla, bla. Tous ces mecs là aujourd'hui ils m'achètent des programmes d'entraînement. Alors il se passe quoi, tu vois? Tous ces mecs là qui me disaient ouais mec tu sais c'est pas un boulot, il y a pas d'argent à faire et tout. Ben moi j'en fais de l'argent alors. Je fais quoi, je le sors pas de mon cul, tu vois? Donc c'est possible, mais bien sûr, faut se déchirer parce que personne va t'aider, ça c'est clair et net. Mais il y a des gens qui sont en attente, il y a un public, il y a des gens, et de plus en plus. Moi, quand j'ai commencé, il y avait 10 fois moins de monde qu'aujourd'hui, et quand moi j'ai commencé, il y avait déjà 10 fois plus de monde que quand les mecs d'avant moi ont commencé. Donc ça se développe, tu vois. Là, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a des choses à faire. Donc si regarde ma chaîne, tu vois. Même si je fais pas que du power, en 2 mois, on a 25 000 abonnés. On fait des vidéos à 200 000 vues, donc à un moment, c'est que les gens, ils ont envie de voir ça quand même, un minimum. Même si c'est pas à la télé, les gens ont envie un petit peu quand même de voir ça et d'entendre parler de ça. Donc C'est ça, ouais. voilà. Mais c'est justement ce que je voulais te demander, ce que je voulais savoir, c'est le but, en fait, quand tu as créé ta chaîne YouTube. Et je pense qu'aussi, et ça, c'est un avis personnel, le côté Texas, barbecue, cigare, tout ça, vraiment l'image du bon vivant, tu vois. Ouais. Mêlé avec quelque chose de la force, le développé couché, la performance, une espèce de cadre de virilité comme on entend parler, je pense que ça plaît beaucoup. En tout cas, tu sais que les 2 jours suivants que j'ai découvert ta chaîne, je l'ai envoyé à un pote, je lui ai dit putain, regarde ça, je viens de découvrir cette chaîne, putain, ça fait du bien. Ça fait du bien, c'est frais parce que putain, c'est vraiment un truc nouveau. Il y a avec les repas du Seigneur, bon, c'est marrant, mais et puis ça plonge un petit peu dans ce monde qui reste inconnu de ceux qui pratiquent la force, les strongmen, les powerlifters, etc. Donc je pense que cette idée de diversifier un peu avec le côté la bouffe, le bon vivant, la force, etc. C'est un truc qui m'a plu et que je pense qu'il plaît beaucoup. Et alors je voulais savoir, toi, tu as lancé ta chaîne YouTube selon donc ce concept. C'était quoi au départ? C'était pour essayer de rendre tout ça plus sérieux ou c'était peut-être pour promouvoir tes coachings, pour promouvoir comment c'est quoi la démarche derrière? En fait, c'est exactement ça. Moi, c'était pour faire une vitrine à ma société de coaching. Tout simplement, je me suis dit, écoute, les gens, ils aiment bien ce que je fais sur Instagram. En fait, moi, je crée rien entre guillemets. Bien sûr, on crée, on écrit les vidéos, ben, tout ça, tu vois. Mais les concepts et tout. Mais je veux dire, je fais rien de plus que de filmer ma vie finalement, tu vois. Donc, j'ai vu sur Instagram et tout, ça marchait. J'arrivais à vendre des coachings et tout, et les gens adhéraient en plus à l'image et tout. Je me suis dit, écoute, on va faire une vitrine. Et au lieu de faire juste des trucs chiants, tutos, sport, etc. Eh ben écoute, comme tu dis, l'image du bon vivant qui fait de la force et tout, mais en fait, moi je me force pas, tu vois, c'est ma vie, je suis comme ça. Donc je me suis dit, écoute, il y a une demande. Donc en plus, ça peut cartonner. Les gens, ça peut et leur faire plaisir et leur faire du bien de voir autre chose. Et en plus, nous, ça peut nous rapporter des clients pour les coachings et tout. Donc super, tu vois, il y a tout à gagner. Par contre, il va falloir s'investir vraiment. Donc on s'est investi à fond. On essaie de faire des trucs propres. Et puis comme tu dis, en fait, le milieu, moi je connais plein de mecs extraordinaires en France dans le milieu de la force. Des mecs comme Tengo, des mecs que tu vois sur ma chaîne Aurélien et tout. Des mecs de 130 ou 140 plombes, tatoués de la tête aux pieds, etc. et tout. Tu vois, qui passent grave bien à l'image et qui sont des forces de la nature et tout. Moi, je ne côtoie que ça. Et en fait, ces gens-là, ils ont pas trop de visibilité. Et finalement, comme tu dis, ça permet aux gens de plonger un petit peu dans cet univers et de voir, bah ouais, en fait, t'as des mecs qui tous les week-ends vont se taper des entrecôtes de 2 kilos en se tapant dans le dos et puis après qui vont pousser des barres. Et bah écoute, c'est leur vie, c'est chouette, tu vois. Et en plus, c'est pas des crétins parce que moi, tous les mecs que j'invite, t'as vu, ils sont balèzes et tout, mais quand on discute avec eux, c'est absolument pas des mecs vides. Donc en plus, je trouve que ça. En fait, on a un côté décomplexé qui fait que d'un côté, ça améliore notre image parce que les gens, ils en voient plus, et d'un autre côté, on n'a absolument pas honte de ce qu'on est, et ceux qui en fait ont envie de se foutre de notre gueule, bah écoute, nous on est décomplexé, donc on s'en bat les couilles, tu vois. Ouais, et puis ce qui est bien, c'est qu'avec votre gabarit aussi, il y en a pas. J'imagine qu'il n'y a pas grand monde qui va venir vous casser les couilles, quoi. Bah, c'est toujours pareil sur Internet, il y a énormément de monde qui vient de casser les couilles, mais après dans la Ouais, vie sur tous les jours, Internet. ça va, on est plutôt tranquille, ouais. Ouais, j'imagine, ouais. Ouais, c'est. Combien il mesure Aurélien, le jeune? Aurélien le jeune, il fait 1m90 pour 156 kg là, à l'heure actuelle. Ouais, non, lui, tu vas pas l'emmerder, quoi. Ah, mais de toute façon, quand tu rentres dans ce milieu, dans le milieu du power, en fait, tu redéfinis toutes tes mesures. Faut bien comprendre qu'un mec comme moi qui fait 100 kilos, ça a une catégorie de poids moyen dans le power, d'accord? Je suis pas dans les poids lourds. Les poids lourds, c'est des mecs qui font 140, 150 kilos, voire beaucoup plus. Quand tu vas en compète, dans des championnats du monde, etc., tu as des mecs où, par exemple, le meilleur au monde à l'heure actuelle en développé couché, il fait 200 kilos. Voilà. Tu rencontres des mecs qui font 2 mètres 200 kilos. Ça, c'est des gabarits que tu peux rencontrer dans le power. Donc, en fait, quand tu vois un mec de 120 kilos pour 1m90, tu vois, ici, il a l'air énorme, et toi, tu le vois d'un œil différent. Tu te dis, ouais, il est bien, mais
Non, énorme, c'est pas ça, tu vois. Énorme, je sais ce que c'est pas ça, tu vois. Ça t'a jamais tenté de faire du strongman, de tester, Pas du tout. Pas du tout. Non? J'aime bien Pourquoi? regarder, mais c'est pas du tout mon truc parce que déjà c'est très très différent du power. Pour les gens qui sont d'un œil extérieur, je sais qu'il y a beaucoup qui confondent, mais ça n'a vraiment rien à voir. En fait, le strongman, c'est des épreuves. Déjà, il y a une multitude d'épreuves qui existent, et en fait, quand tu vas en compétition, tu découvres entre guillemets les épreuves quelques mois ou quelques semaines avant ta compète, tu t'entraînes pour. Mais en gros, c'est une force globale qu'il faut avoir, mélangée à un très bon cardio, en fait. En gros, il faut savoir être, on va dire, en fait, dans le strong, il faut savoir être entre 80 et 90% de ta force sur 50 exercices, tu vois. Alors que dans le power, il faut savoir être à 100% de ta force sur un truc. Tu vois, c'est-à-dire c'est une question d'optimisation. Dans le strongman, il faut être polyvalent. Donc il faut enchaîner, être un petit peu bon partout pour faire un bon nombre de points. Dans le power, on s'en fout que tu sois polyvalent. Il faut que tu sois très fort et parfait techniquement dans un truc. C'est vraiment la spécialisation. Le strongman, c'est un peu du décathlon, tu vois. Et le power, c'est genre du javelot, tu vois. Le mec fait que du javelot ou que du sprint. Tu vois, c'est vraiment ça. Donc c'est des trucs très différents. Le power, c'est la force brute. Il y a rien d'autre qui rentre en compte à part ta technique et ta force. Le strongman, ça me plaît moins parce que j'aime beaucoup regarder, comme je te dis, mais parce que voilà, quelque chose, c'est des trucs beaucoup plus polyvalents et moi, ça m'intéresse. Moi, je suis un mec vraiment qui aime la spécialisation. Moi, le décathlon, ça m'intéresse pas. J'adore les javelots, j'adore le sprint, j'adore ce genre de trucs, mais les mecs qui font tout en même temps, bah, ça m'intéresse moins. Et je vais te poser une question qui peut paraître un petit peu bête. Et je suis sûr, il y a plein de gens qui se la posent, là, les auditeurs qui écoutent. J'ai plus ou moins une idée de la réponse. Euh, comment ça se fait que tout ce qui est strong, tous les, en fait, les sports qui demandent de la force, strongman, les strongmen, développé couché, force athlétique, euh, on en voit très très rarement des mecs qui sont secs. Il y a toujours un pourcentage de masse grasse importante. Est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est une conséquence? Comment on explique ça? Bah déjà, alors déjà, il faut comprendre que être sec, ça n'arrive pas comme ça, tu vois. Être sec, pour être sec, il faut vouloir être sec, d'accord? Je confirme. Donc, et être fort, c'est pareil, ça n'arrive pas comme ça. Pour être fort, il faut vouloir être fort. On est d'accord. Donc, entre guillemets, nous, on veut être fort, tu vois. Donc déjà, imaginons que ce soit complètement compatible, même si c'était complètement compatible, il faudrait quand même avoir un double objectif. Il faudrait quand même vouloir être fort et être sec. Ça veut dire travailler quand même sur deux tableaux en même temps. Donc déjà, ça veut dire se rajouter, et sachant que l'un ne va pas avec l'autre. Être fort, être sec, ça ne va pas t'aider à être fort. Donc c'est vraiment juste deux tableaux séparés. Donc déjà, tu te rajouterais un objectif qui ne va pas t'aider dans le premier objectif et qui va être vraiment que, en gros, perso, quoi. C'est pour te faire plaisir. Bon, donc déjà, si on part déjà de ce point de vue-là, tu peux enlever déjà la majorité des athlètes parce que la majorité des mecs veulent être, tu vois ce que je veux dire, veulent être bons dans leur domaine et s'en branlent force un petit peu d'être bons dans autre chose. Donc là, on garderait que ceux qui désirent d'être secs en plus d'être forts. Et ben en plus de ça, c'est très compliqué parce que les régimes qu'il faut faire pour être fort, ils sont en fait, pour être sec, il faut sécher, donc à un moment, il faut forcément se mettre un petit peu en déficit calorique, ou en tout cas, il faut régler tes macros, parce que de toute façon, tu vas taper un peu dans tes réserves, tout ça. Je simplifie, hein. Là, il y a tous les Non, non, oufs de t'inquiète, la nutrition qui vont péter un câble, mais je simplifie. t'inquiète Je vais pas. pas parler pendant 2 heures. Et ben, euh, et ben ouais, mais pour être fort, tu vois, c'est très compliqué de faire ça, parce que pour être fort, il vaut mieux. En fait, en gros, quand t'es fort, il vaut mieux être au-dessus de ce que tu as besoin, et c'est pas grave parce que tant que tu restes dans ta catégorie de poids, c'est moins grave que d'être en dessous. Parce que si tu es en dessous, déjà tu vas pas faire tes perfs, puis en plus tu vas commencer à pas bien récupérer ton entraînement, puis à pas pu réussir, puis c'est la dégringolade, tu niques ta prépa et tout. Donc du coup c'est très compliqué parce que du coup pour être fort et sec, il faut toujours être sur l'équilibre parfait. Et l'équilibre parfait c'est extrêmement dur. Donc c'est toujours possible, mais c'est très dur. Et puis en généralement quand tu fais ça, tu as aussi tendance à être plus sujet à la blessure. Donc c'est en plus, il y a en plus ce facteur-là, tu vois. Donc bon, c'est beaucoup. Après moi, le truc c'est que là, je démarre ma chaîne dans le moment où je suis le pire parce que je me suis déchiré un pectoral. Il y a eu le confinement, etc. Donc là, je suis très gras par rapport à ce que je suis d'habitude. Donc faut pas me prendre spécialement en exemple sur les dernières vidéos que vous voyez, parce que si vous allez sur mon Instagram ou quoi, vous verrez que ça fait quelques mois que je suis comme ça. Et là, je suis en train de revenir au niveau que j'étais avant. Généralement, j'ai quand même facilement entre 5 et 10 kilos de graisse en moins quand je me prépare, tu vois. Donc ça veut dire être gras, faire de la force, ça veut pas forcément dire avoir 50 kilos de merde. C'est ça que je veux expliquer, tu vois. Mais être à 20%, ouais, c'est normal, tu vois. Il y a pas de souci. Encore une fois, on s'en branle, tu vois. C'est pas la même chose. Tu peux être bon au sprint et à la nage, tu vois. Mais Oui, voilà. tu seras pas hyper C'est bon pas dans parce que tu l'un. nages bien que tu vas courir bien, tu vois. Est-ce que tu connais des mecs qui aiment pas du tout bouffer?
que ça les emmerde dans ce Dans la milieu-là. force? Ouais. Bah ouais, forcément. Ouais. Enfin, qui aime pas du tout bouffer, je sais pas. Je sais pas, Genre, parce tu que les inviterais pour un repas de seigneur et puis il y en a plein ça les que choquerait je pas, quoi. n'inviterai pas, tu vois, parce que ça. Déjà, bon. Après la repas de seigneur, il y a d'autres choses qui rentrent en compte parce qu'on fait pas que de bouffer. C'est on bouffe que des bonnes choses. Donc déjà, il faut des gens qui aient du goût et qui savent goûter les bonnes choses. Ça se perd. Donc c'est sûr que si t'invites un mec qui s'enfile des 3 tonnes de, tu vois, 4 ou 5 au tacos et 2 pizzas, habituellement, oui, il va avoir l'estomac pour, mais après, ce qu'il va apprécier ce qu'il mange, tu vois, bon. Bon, mais bon, ça, tu me diras, ça n'a rien à voir avec avec la force, mais je te parle en tout cas pour les repas de seigneur. Après, pour la force, oui, bien sûr, t'as des mecs qui galèrent à manger, mais bon, à un moment, tu sais, même moi, j'adore bouffer, mais ça me saoule des fois, hein, tu sais, de manger tout le temps comme ça. Des fois, t'as envie de te lever le matin et de prendre juste un petit café et un croissant, mais non, en fait, y a pas moyen. Donc faut se forcer, c'est comme ça. Ou tu vois, peut-être de manger, des fois je suis dans la télé, j'ai mangé vers, je sais pas moi, vers 20h, je regarde des films, machin et tout, hop, je vais me coucher vers minuit, 1h, là il faut que je remange avant d'aller me coucher alors que je suis éclaté, tu vois. Ça me saoule d'aller rouvrir le frigo et tout, même si t'as faim, en fait tu te dis vas-y je dors, je mangerai demain, mais là tu peux pas. Donc c'est marrant pour personne, et alors pour les mecs qui en plus ont un petit appétit, bah faut trouver des subterfuges, essayer de mettre un maximum de compléments et tout, mais bon à un moment tu travailles ton appétit, puis tu te forces aussi, hein. T'as pas trop de choix, mais après t'as aussi les petites catégories de poids, hein. Les mecs qui sont dans des petites catégories de poids, ils ont pas besoin de manger des tonnes, hein. Si tu tires en moins de 67,5 par exemple, bah ça va. Ouais, j'avais entendu déjà que les mecs étaient à très très haut niveau dans le strongman. C'était quand même une plaie de manger tout le temps. C'était un truc qui était devenu Pour les mecs hyper qui doivent maintenir un gros poids de corps, ouais, déjà moi à 100 kilos, je mange déjà pas mal, tu vois, mais pour des mecs qui doivent tenir des poids de corps à 150 ou 200 plombes, waouh, laisse tomber les quantités, hein. Puis ça coûte de l'argent, ça coûte énormément d'argent. C'est sûr. T'as parlé de ta blessure au niveau du pec. Moi, j'ai envie d'y revenir un peu parce que c'est quand même un des thèmes Corps très de, privilégiés du podcast, quoi. Ouais, et puis mon corps bien de sûr. métier dans un sens, même si sur une déchirure, l'ostéo, bon, il va rien, il va Oui, pas recoller les fibres, hein, mais c'est clair. c'est après qu'on peut agir. Et comment ça s'est passé? C'était sur une barre, j'imagine. Et Mm. ouais, Alors j'ai envie de savoir un peu comment ça s'est passé. ma deuxième blessure, hein. En gros, c'est la deuxième fois que je me déchire un pec, mais sauf que la dernière fois c'était l'autre. Voilà. Ouais, comme ça, Donc t'as les deux. à chacun, voilà. C'est la blessure la plus courante pour les benchers. Voilà, ça arrive au moins tu t'en tapes au moins dans une carrière 3-4 facile dans une carrière, c'est presque tout le monde. Il y a pas de, tu vois, bon moi j'en ai déjà fait 2, j'espère qu'il y en aura plus, il y en aura peut-être d'autres mais j'espère pas, mais ça peut arriver, tu vois. C'est comme ça, c'est pas la fin du monde parce que mais c'est juste qu'il faut savoir bien faire les choses. C'est comme toutes les blessures en fait, ça te nique une saison mais ça ne te nique pas une carrière du tout, tu vois. C'est que du muscle, le muscle ça se reforme mais il va falloir faire en sorte que ça se reforme bien, tu vois. Moi, ça m'est arrivé pourquoi j'ai pas eu de chance entre guillemets. Bon, on n'a jamais de chance, mais j'ai pas eu de chance parce que ma dernière compétition, en fait, j'y allais pour faire 245. Je me prépare, boum, confinement. Bon, je trouve quand même un home gym pour m'entraîner, tu vois, assez équipé, mais loin de chez moi. Donc je me tapais 160 bornes, tu vois, pour m'entraîner. Mais bref, j'arrive en adaptant le matériel et tout, j'arrive quand même à finir ma prépa et à être au niveau que je voulais. Donc ça va, c'est cool. Ensuite, il fallait partir en Finlande pour la compétition. Donc, il fallait passer les frontières et tout. J'ai dû faire des faux paplards comme quoi j'allais travailler. Enfin, tu sais, c'était une galère pour pouvoir aller concourir. Et en fait, moi, j'ai eu un ulcère à l'estomac dernièrement. Et en fait, là, avec le stress de tout ça, bah, tu sais, le stress, ça joue vachement sur l'estomac. Et bah, je me suis réveillé mon ulcère. Et en fait, il s'est réveillé 3 jours avant la compète. Donc en fait, 3 jours avant la compète, je me suis réveillé la nuit avec une grosse douleur et puis des énormes aigreurs et tout qui m'empêchaient de dormir. Donc quasiment impossible de dormir et tout, très difficile de manger, et ça a été le cas pendant les 3 jours avant la compète. Donc pendant 3 jours, j'ai quasiment pas dormi, quasiment pas mangé, ce qui est vraiment le pire truc à faire, tu vois. Donc arrivé le jour de la compète, j'étais exténué, j'avais perdu du poids, tout. J'ai ouvert à 230 kilos, c'est bien passé, mais bon, c'est là que j'ai senti que j'avais du jus parce que je me suis dit putain, même dans ces conditions-là, la barre 230, elle est sur mon Instagram pour ceux qui veulent voir, elle est quand même très bien passée, tu vois. Donc les 245, je sais que j'aurais pu les avoir, tu vois. Et puis là, donc j'ai dit bon vas-y 245, laisse tomber, mets 240, essaye de faire ça au moins et tout. Et puis au moment de pousser, tu vois la fatigue et tout fait que tu vois je devais être en plus un peu déshydraté, je sais pas. Et puis bah voilà, boum, déchirure, tu vois. Et comment tu le ressens, ça? T'as la barre qui descend. Enfin, c'est à quel moment? C'est au moment où tu vas vouloir la repousser du En fait, c'est à peu test? près, moi ça m'est arrivé en milieu de course, ça peut arriver à n'importe quel moment, hein, mais moi ça m'est arrivé en milieu de course au moment de monter.
Mais tu le sens, de toute façon tu le sens, c'est même pas la peine, tu sens très bien la fibre qui s'en va, tu vois, tu sens, quand on dit une déchirure, tu sens quelque chose qui se déchire. Tu prends un tissu et tu tires des deux côtés et tu vois très bien comment ça va craquer au milieu, bah c'est exactement ce que tu ressens, tu vois. Ton corps sent vraiment ça, tu sens que ça se déchire, c'est pas spécialement douloureux, bah ça fait pas du bien, mais c'est pas non plus un truc de ouf, tu vois. Ensuite, il faut savoir que t'as les mecs les pareurs qui récupèrent la barre Oui, tout de oui, suite. Moi, la voilà. compétition où j'étais, c'était très bien organisé, donc j'ai même pas. À peine j'ai eu du mal, hop, les mecs ont pris la barre, tu vois, j'ai rien senti, quoi. Y a pas eu de souci là-dessus. Puis après, tu le vois, tu regardes, tu te tapes un énorme hématome, tu vois, le sang se draine, ça fait un gros hématome. Puis tu t'attends, faut attendre entre 10 et 15 jours que l'hématome descende vraiment. Tu glaces à fond et tout, tu fais tout ce qu'il faut pour que l'hématome soit drainé. Et puis après, une IRM parce qu'en général les échos on voit très mal parce que quand tu as beaucoup de fibres musculaires superposées, si jamais la déchirure elle est profonde, bah tu vois rien à l'écho, donc le mieux c'est d'aller faire direct une IRM. Donc tu fais une IRM et puis après l'IRM tu la montres à un vrai spécialiste, ça c'est le plus dur, faut trouver un mec qui sache lire tout ça mais qui aussi comprenne ce que c'est la mécanique de ton sport, tu vois. Parce qu'en fait un mec lambda, en fait, le mec de la vie de tous les jours, s'il se déchire son pec, on va lui dire, bah, repos, tu vois. Tu reposes ton bras, et puis voilà, tu te remets. Mais là, c'est pas ça que je veux savoir. Ce que je veux savoir, c'est est-ce que je vais pouvoir remettre 240 kilos dessus? Et Tu quand? vois. Et Ouais, et quand quand? Ouais. ça, il faut aller voir un spécialiste. Donc en général, c'est des chirurgiens spécialistes du membre sup qu'il faut aller voir, tu vois. Donc moi, c'est ce que j'ai un grand chirurgien qui me suit pour tout ce genre de blessures. Donc tu lui amènes, le mec il te dit bah écoute, faut opérer, pas opérer ou pas, il y a temps et puis en général bah faut pas opérer. Il te dit la lésion elle est à tel faisceau à tel endroit. Puis ensuite bah écoute, ensuite t'es parti pour faire de la rééducation anti-fibrose, quoi. Donc, il faut faire le maximum pour pas que ça fibrose. Donc, c'est-à-dire massage des tissus profonds, ce genre de truc. Des fois, t'as les ondes de choc avec. En fait, t'as une version des ondes de choc qui travaille sur ta fibre musculaire plus que sur la fibre tendineuse. Donc, il y a selon les endroits où tu vas, il y en a qui aiment bien utiliser ça. Mais bon, c'est dans le même genre que le massage des tissus profonds, en tout cas, tu vois. C'est le même genre de boulot, quoi. C'est de faire bouger la fibre au maximum pour qu'elle se régénère sans fibroser. Donc faut faire ça. Et puis une fois que c'est fait, une fois que ça commence à bien se remettre, tu vois que t'es sur la fin, faut recommencer à faire des exercices tranquilles, légers, tu vois, pour refaire travailler le muscle, recommencer à reconstruire. Et puis après, bah tu reprends petit à petit. Moi j'ai repris le bench, ça y est. Moi ça m'est arrivé Ouais. mi-juillet la blessure, et puis là je rebench. Alors pas très lourd, mais je rebench. Donc Ok. Ça fait quoi ça? 4 mois? 4 mois? 5 mois? on Juillet. est en mi-octobre, mi-novembre, je veux dire, donc mi-juillet, Ouais. mi-novembre. Voilà, tu vois. C'est correct. Ça fait déjà C'est quelques honnête, semaines hein. que je repousse, tu vois. Ouais, mais j'ai tendance à dire souvent quand on me demande sur des entorses, alors, je vois beaucoup moins de déchirures, hein, mais c'est à la limite plus des récupérations d'entorses, des douleurs post-entorse plusieurs mois après. J'ai toujours tendance à dire que c'est vrai que le tissu cicatriciel, en fait, lorsqu'il y a eu un, un traumatisme, il est jamais aussi de bonne qualité que le tissu originel, et c'est difficile d'aller chercher la même amplitude articulaire. Je prends l'exemple d'une cheville, ça va parler à tout le monde. Quand tu t'es fait une entorse de cheville, alors, bah, si en plus t'as pas fait une super rééducation, pour le coup, tu mets pas toutes les chances de ton côté, mais même si t'as fait une bonne rééducation, que tu t'es reposé suffisamment, mais pas trop, que tu as repris l'activité, que tu as fait tous tes exercices, que tu as préconisé le kiné, etc., ça va être difficile d'aller chercher exactement la même amplitude, la même souplesse de tissu. On le sent ça dans les mains quand on manipule les chevilles, quand on regarde un peu l'amplitude. On sent, tu sais, qu'il y a des accroches, que c'est plus dur, c'est moins souple. Donc j'essaie de rassurer les gens en disant on va essayer d'aller chercher le plus de mobilité, le plus d'amplitude, on va essayer de voir au-dessus, au niveau du genou, de la hanche, on va essayer de tout équilibrer, de voir s'il n'y a pas eu des adaptations pour que ça revienne au maximum de ce que ça pourrait. Mais j'essaie de pas trop mettre de promesses du style ça reviendra exactement comme avant, surtout pour les sportifs en fait. Je dis bon, on va essayer d'aller le mieux, d'aller chercher le plus, mais ça ne voudra pas dire que nécessairement on va avoir exactement la même qualité de tissu Mhm. qu'auparavant. Est-ce que toi c'est quelque chose que tu peux confirmer ça sur ton exemple perso? Alors bon, tu as repris. Ah, quand c'est Donc, que musculaire, je pense que ça va, tu vois. Mais tu après, penses que tu peux retrouver 100% de ah oui, ta parce que sur la perte? première fois, la première fois que je me suis déchiré un pec, c'était l'autre. J'ai eu aucun souci aujourd'hui. Je continue à progresser sans problème. Aujourd'hui, je le sens plus du tout, tu vois. Donc Quand tu fais des mouvements d'étirement, des choses comme ça, non, tu sens aucune non, raideur. non, aucune raideur, non. Mais Non. encore une fois, j'ai très bien fait ma rééducation, tu vois. Je loupe pas mes séances 3 fois par semaine. Je vais me faire masser et tout, tu vois. Donc c'est ça aussi, hein. Je fais tous mes exercices de mobilité, etc. Mais après, mais c'est purement musculaire, tu vois. Après, pour les exemples que tu donnes, les entorses, tout ça, je saurais pas me prononcer, très honnêtement. Comme je le dis à chaque fois, en fait, faut aller voir des gens dont c'est le métier, donc des gens comme toi, ou des médecins, etc., dont c'est le métier. Faut pas demander à un mec, même parce qu'il est fort au bench, ce qu'il faut faire. En fait, faut demander à un mec dont c'est le métier. Moi,
Quand j'ai déjà eu une entorse au pouce, par exemple, tu vois, j'ai une entorse il y a pas si longtemps, bah pareil, hein, j'ai été voir un spécialiste pour savoir comment ça se passe, qu'est-ce que je fais pour le bench, etc. Faut leur demander, eux, si les mecs sont compétents, ils savent, hein, donc voilà, moi je vois un ostéo aussi, moi j'ai un ostéo qui me suit de longue date, et quand je suis en prépa, je le vois assez régulièrement, tu vois. Donc c'est pareil, en fait, plus tu t'entoures de praticiens, de spécialistes qui sont vraiment compétents, en général, moins t'as de problèmes, tu vois. Faut que tu fais bien les choses, t'écoutes bien ce qu'ils te disent. Est-ce que tu sais ce qui te dit un peu l'ostéo par rapport à toi? Il te parle de ta Oui, en fait, posture, hein? moi j'ai des gros problèmes de tension dans la ceinture scapulaire, surtout à l'arrière, en fait. En fait, mes Trapèze trapèzes, moyen inférieur. voilà, trapèze moyen inférieur, mes paravertébraux, etc. sont extrêmement contractés à cause de l'effort et tout ça, tu vois. Et donc, en fait, au bout d'un moment, en fait, si tu dénoues pas, tu vois, si tu viens pas décoller, en fait, moi, les muscles sont beaucoup collés j'ai des adhérences, tu vois. Donc ça arrive, c'est ton boulot d'ostéo, hein, tu connais, c'est le truc lambda. J'en ai plein. Donc si je viens pas les décoller, si je viens pas détendre tout ça, tu vois, s'il y a un ostéo qui vient pas descendre tout ça, etc. Bah au bout d'un moment, forcément, ça te crée des déséquilibres, des problèmes de posture ou même des douleurs, tu vois. Donc quand je suis en prépa, c'est là où je mets le plus de pression sur mon corps et tout, où je mets le plus de tension. Bah, je vais voir l'ostéo plus régulièrement, comme ça, il me corrige ma posture, il me détend tout ça, il m'enlève mes adhérences, tu vois. Et puis il m'enlève mes nœuds et puis du coup ça se passe mieux parce qu'en fait en gros ça c'est des motifs de pré-blessure si tu préfères. C'est pas une blessure d'avoir des nœuds dans le trapèze moyen, tu vois. C'est pas une blessure d'avoir les trapèzes collés à la peau et tout, c'est pas une blessure, mais ça va te créer des trucs où tu vas compenser, tu vois, et sur un mouvement lourd là tu vas aller à la blessure parce que tu auras compensé, parce que ton épaule tu pourras plus la mettre vraiment en rétropulsion, ce genre de choses, et là tu vas te créer une blessure. Donc faut toujours aller voir en prévention, quoi. Mm. Et puis en plus, le mec, il bosse bien. C'est un ostéo qui bosse bien, il va pas te dire ouais viens toutes les semaines ou je sais pas quoi, tu vois. Si le mec bosse bien, il va te dire écoute là moi des fois il me dit bah écoute moi reviens dans je sais pas 6 semaines, 8 semaines juste pour un contrôle s'il y a pas de souci ou quoi. Tu vois, il va s'il sait, il sait qu'il y a besoin de temps en temps et que c'est pas un truc forcément s'il y a besoin, il y a besoin, s'il y a pas besoin, il y a pas besoin. Si le mec est honnête, il te le dira quoi. Et c'est marrant parce que cette force, en tout cas ce développement là des trapèzes inférieurs, trapèzes moyens, c'est un truc. Euh, Ça n'arrive pas, ça, en vrai, pour la population de Ah manière oui, non. générale. Personne n'a les trapèzes moyens et inférieurs assez développés, assez Ouais, forts, ouais. quoi. Ah oui, bien sûr, évidemment. Ça c'est parce qu'il faut le travailler vraiment très spécifiquement et en plus pour le Mm. développer couché, c'est vraiment très spécifique. Bah, c'est ça. Mais voilà, mais oui, sinon bah oui, c'est sûr, c'est pas dans ta vie de tous les jours que tu te sers de ton trapèze moyen. Enfin, tu t'en sers, mais juste il est là juste pour accompagner quoi. Il est pas là du tout pour forcer normalement. C'est ça. Et puis, de toute façon, avec toutes les postures en avant, les épaules en avant, en général, c'est C'est ça. plus l'avant d'épaule, le pec, etc. On connaît la fameuse position de la tortue. Hmm. Et c'est vrai que je recommande souvent moi, là, d'aller chercher des serrements d'omoplate. Rien que Ah oui, déjà, parce que tu sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à serrer les omoplates. bien sûr, à mettre leurs Euh, épaules en rétropulsion et à serrer les et oui, omoplates. et Mais oui, moi, quand je fais mes cours consciemment. particuliers de bench, des fois, c'est faut d'abord apprendre à faire ça avant même de commencer à bencher, tu vois. C'est pour ça que tu as des exercices d'activation pour ce genre de choses qui sont utiles. Et des fois, tu répètes des exercices d'activation à toutes tes séances pendant un an pour pouvoir vraiment dire maintenant je sais bien me servir. Tu sais, la proprioception, c'est une grande partie de la force athlétique, hein. Savoir vraiment tes muscles, ceux que tu vois pas, comment ils bougent, savoir les utiliser, savoir bien gérer ton corps, bien le mouvoir, c'est une grande partie de la force athlétique. Est-ce que c'est pas une des astuces ou une des règles prioritaires les plus méconnues dans le développé couché, d'activer fortement ses trapèzes pour avoir plus de performance Si. sur le mouvement? Ouais. Bah, des plus méconnus en France, en tout cas, oui. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de littérature sur le sujet en français et il n'y a pas beaucoup de coachs qui le font vraiment travailler. Donc, en France, oui. Mais sinon, oui, ça fait partie des trucs. Oui, mais globalement, même à l'étranger, globalement, c'est le truc le plus dur en fait. Donc forcément, c'est ce qui vient après. Tu vois, c'est pas forcément le truc auquel tu penses et tout. Mais pourtant, c'est une des parties les plus importantes. Est-ce que c'est parce que ça permet de réduire l'amplitude du mouvement, le fait d'avoir les épaules complètement... Non, c'est pas ça? Non, 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 c'est pas pour réduire l'amplitude parce qu'il y a des façons plus simples de réduire l'amplitude. Là, c'est vraiment pour aller chercher la tension en fait derrière et se servir de son dos comme élastique. En fait, quand tu fais une bonne mise en tension et que tu te places correctement, le fait de contracter comme ça le trapèze médian, d'aller chercher, comme tu dis, d'aller resserrer les omoplates, d'aller chercher à engager les grands dorsaux, tout ça, tu vas t'en servir
pour créer un antagonisme résistant qui, quand tu vas descendre la barre, va s'étirer et se mettre en tension et en fait te donner une explosivité au moment du départ. Ok, je vois. Est-ce qu'il y a d'autres astuces qui sont que le bencher classique enfin d'autres astuces, c'est pas une astuce, mais d'autres façons de. Est-ce que tu m'entends toujours ou ça bug encore? Il y a un délai, je pense. Oui, je t'entends. J'ai plus l'image, mais je t'entends. Ok. Bon, est-ce que t'as eu ma question ou pas? Non, c'est ça le problème, c'est qu'il y a un délai. Oui, oui. D'autres astuces. Bah écoute, en fait, le truc, c'est que c'est pour ça aussi que je fais des cours particuliers, parce qu'en fait, les gens sont comment formés ou non à certaines choses. Tout le monde connaît pas les mêmes trucs, tout le monde n'est pas sur le même, tu vois, tout le monde n'est pas sur le même niveau de connaissance. Donc, t'as des gens pour qui ça va être de l'acquis, pour d'autres choses qui vont pas être de l'acquis. Donc, c'est difficile à dire un truc que les gens ne connaissent pas. Mais ce qui est sûr, c'est que dont on vient de parler, le coup de l'engagement et tout, en général, c'est la partie la moins connue. Après, t'as le leg drive aussi, l'utilisation des jambes. En fait, la plupart des mecs savent ce que c'est le leg drive, mais ils savent pas trop le définir et s'en servir. Ils ont du mal à se servir de leurs jambes au bench. Donc ça, c'est pareil. C'est un truc à travailler en général, tu vois. Connaître bien la trajectoire, le fait que le leg drive soit allé directement à ta trajectoire de barre, etc. Ça fait partie des trucs à bien bosser en général. Et tu sais que j'ai appris justement en regardant une de tes vidéos où tu parlais développé couché, c'était dans 2 vidéos sur la trajectoire de la barre. En fait, c'est pas une trajectoire qui est rectiligne, mais qui est en fait un peu courbe. Ça, je savais pas du tout en fait. Et est-ce que tu peux m'expliquer pour quelle raison on est plus fort sur une courbe? Ça bug de ouf. Ça bug de ouf. Je suis désolé. Il y a écrit la bande passante du réseau de Jérôme Cazerolle est faible. Donc je pense que tu as un problème de débit chez toi. Ok, eh ben, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo. Ouais, déjà, ça, tu utiliseras moins de bande passante. Ouais. C'est ça. Là. Bon, est-ce que tu as eu ma question ou pas? Je vais la, Refais-moi le coup de je vais la la refaire, trajectoire, ouais. j'ai eu que la moitié. Ouais, j'avais vu sur ta chaîne, sur quelques-unes de tes vidéos, où tu expliquais l'importance de la courbe, en fait, lorsque tu fais ton développé couché. Ouais, ouais, Et ouais. que la plupart, et moi-même, hein, franchement, la plupart des gens pensent que, il faut faire que la courbe doit être droite, doit être hyper rectiligne et très maîtrisée. Et en fait, pas du tout, pour avoir Bah, un il faut bon. qu'elle soit très maîtrisée, mais justement, il faut la maîtriser Oui, pour qu'elle soit dans la bonne courbure. Ouais. voilà. En fait, la courbe est pas droite, elle est courbe, justement. Et comment on explique ça d'un point de vue mécanique? Comment ça se fait que Alors, d'avoir à cette courbe-là te l'oral, permet de mieux pousser, ouais. à l'oral, c'est quasiment impossible à expliquer parce qu'il faut schématiser et montrer, tu vois. Donc, là, sans image, je saurais pas tellement te l'expliquer. En fait, si, je sais te l'expliquer dans le sens où, en fait, c'est un schéma mécanique qui est logique. En fait, c'est-à-dire que quand tu vois la façon dont tu engages tes muscles et tout, c'est logique. Mais comme ça, dans l'imaginaire, non. Mais si tu montres à quelqu'un, en fait, quand tu montres à quelqu'un le mouvement de ses bras, le mouvement de ses coudes, etc., de sa cage quand il bench, bah, il se rend compte en fait qu'au moment de déplier et tout, bah évidemment il y a un mouvement qui va de vers le bas vers le haut puisqu'il garde des coudes serrés et tout. Mais après à l'oral c'est très dur à expliquer, honnêtement. Ok, bon, bah, de toute Faut façon, schématiser un maximum. De toute façon, c'est un, tu sais, il faut montrer. C'est un truc où il faut montrer parce que la visualisation c'est une grande partie du travail aussi. bah, c'est ça. Bon, on renvoie tout le monde sur ta chaîne. D'ailleurs, je crois qu'on n'a même pas mentionné le nom de ta chaîne parce que c'est Bench and Cigars. Voilà, c'est ça. Ouais. Euh, Mais après les gens s'ils ont du mal, ils peuvent taper Baptiste Marché sur YouTube, ils tomberont dessus. Hein. Ils tombent dessus quand même. Ok, bah, ça sera en description hein, pour ceux qui veulent cliquer dessus. Je pense que s'ils ont fait dérouler un peu les notes de l'épisode, ils auront vu la chaîne YouTube. Ouais, donc, bah, ça sera le mieux pour aller regarder et je conseille tout le monde d'aller voir parce que c'est sympa. Il y a les vidéos un peu techniques où tu expliques comment prendre de la force, enfin comment être meilleur en force, comment être meilleur en développé couché. Et puis les vidéos un petit peu plus légères, moins techniques. Mais pas moins intéressantes parce que les discussions sont assez cool, tu vois, finalement. Les discussions que tu entretiens pendant les repas du Seigneur sont pas forcément hyper techniques, mais
Mais je trouve ça sympa. Et je voulais quand même revenir sur tout ce qui est thérapie. Donc toi, tu vas avoir des ostéos, tu Un vas... ostéo, ouais. un ostéo, ouais. Est-ce que tu as d'autres corps de métier que tu consultes régulièrement? Quand je suis blessé, j'ai un kiné du sport qui me fait ma rééducation quand je suis blessé. Sinon, donc j'ai aussi donc un chirurgien spécialiste du membre sup qui lui que je consulte quand je suis blessé aussi, hein. C'est toujours pareil, tu consultes pas les mêmes personnes quand tu vas bien que quand t'es blessé. Que je consulte quand je suis blessé aussi et qui me donne un peu les lignes directrices au niveau des soins, qui en général travaille de corps, enfin, qui travaille avec mon kiné pour définir un protocole de soins. Sinon, en règle générale, non, en fait. Bah après, non, en règle générale, j'ai juste mon ostéo que je vois ponctuellement et puis mais régulièrement. Et c'est tout. Hein. J'ai pas d'autres spécialistes. Y a pas besoin. En fait, quand t'es pas blessé et tout, ça va. Tu vois, y a pas besoin de grand chose. Ouais, bah surtout si tu Après, fais, si tu prends soin tous les il jours. y a tout le reste aussi, hein. Attention, il y a tout le parasportif, c'est-à-dire que vu ce que je mange, comment je m'entraîne, etc. Il faut aussi faire attention à sa santé de manière générale. Donc moi, par exemple, je vais voir un cardiologue tous les ans qui me dit si mon cœur il est pas hypertrophié, ce genre de truc, parce que c'est ce qui arrive le plus souvent chez les sportifs. Voilà, tu vois. Mais ça, c'est pas vraiment lié au sport, tu vois. Mais c'est lié sans être lié. Ouais. Tu fais quoi tous les jours pour ta santé? Est-ce que tu as des routines de mobilité que tu entretiens? Oui, mais ça c'est pour le bench vraiment. Oui, j'ai des routines de mobilité que j'entretiens, que je fais quasiment tous les jours et que je fais encore plus. Enfin, je fais pas tous les jours, mais que je fais régulièrement toutes les semaines et que je fais encore plus quand je suis en prépa. Ouais. Ça c'est routines de mobilité, coudes, épaules, poignets qui sont obligatoires. Parfait. Bon. Des petites questions un petit peu plus légères. C'est quoi ta marque de cigare préférée? J'ai pas de marque parce qu'en fait, il faut bien comprendre que ça se passe, enfin dans le milieu, dans le domaine du cigare, ça se passe pas trop. C'est pas trop une question de marque, c'est un peu une question de module, dans le sens où toutes les marques vont faire des choses qui sont très bien, en général. Hein, bon, je généralise, mais en général, toutes les marques vont faire des choses qui sont très bien et des choses qui sont beaucoup moins bien. Ça dépend du module. T'as des marques qui peuvent aller à même dans la gamme de prix. Hein, t'as des marques qui vont te faire des modules qui vont coûter 25 balles pièce et des modules qui vont coûter 4 balles pièce. Ça peut être de la même marque. Donc après, les comparer, c'est, tu vois, ça veut pas dire grand chose en fait, tu vois. Donc bon, moi j'ai des modules que j'apprécie. En général, j'ai des goûts que j'apprécie. Mais pour le mec qui veut essayer de trouver en fait ce qu'il aime, en fait, dire à quelqu'un, bah moi j'aime ça, essaye. C'est pas, en général, c'est pas probant parce que tu sais, les goûts, c'est personnel. Donc un mec qui débute et qui veut trouver ce qu'il aime, il faut qu'il fume des cigares qui coûtent pas trop cher, un panel varié, tu vois, qui commence à fumer des choses par-ci par-là, des modules variés, des tailles variées, etc. Et quand il commence à définir son goût, à se dire, ah bah attends, moi j'aime bien quand c'est boisé, ou je dis n'importe quoi, hein, moi, ou j'aime bien quand c'est fruité, ou j'aime bien les choses plus claires, parsemées, etc. Tu vois, le mec il définit, une fois qu'il a défini ce qu'il aime, il va voir un mec qui connaît vraiment, ok, soit un mec d'une civette ou un gros fumeur qui connaît bien, et il lui dit, bah voilà, moi mes goûts c'est ça, qu'est-ce que tu proposes? Et là, tu pourras lui dire, bah écoute, dirige-toi vers tel modèle, tu vois. Ok. Euh, Pardon. Euh, c'est quoi ton repas préféré? Est-ce qu'on est sur une entrecôte Ouais, bien j'aime beaucoup grillée? les plats. J'adore les plats à base de viande. J'aime beaucoup les abats. J'aime beaucoup la viande, j'aime beaucoup les abats, j'aime beaucoup le gibier. Donc après, mon plat préféré, je sais pas. Mais après, tu vois, il y a d'autres choses. Hein. J'adore le homard. J'adore. Moi, je suis un vrai Un fin gourmet. gastronome. Ouais, j'aime tout, quasiment tout, tu vois, enfin vraiment. Je connais peu de gens qui sont comme moi, j'aime tous les poissons, toutes les viandes, tous les fruits de mer, tous les légumes, tout, tu vois, tous les fruits, tout, j'aime tout. Donc déjà, moi j'aime tous les abats, tu vois, que ça peut être aussi bien de la cervelle, des tripes, des rognons, je mange tout. Donc là-dessus, déjà c'est beaucoup plus facile, tu vois. Et du coup, une fois que t'aimes tout, qu'il y a rien qui te dérange, bah après tu vois, tu goûtes tellement de trucs ouf que c'est difficile de dire ah bah ça c'est mieux, tu vois. Mais j'aime les plats de viande, j'adore ça. Et puis voilà, comme je dis, le gibier, les abats, j'aime beaucoup. Et qu'est-ce que tu penses des fast-food? En fait, j'ai rien de spécial contre les fast-food parce qu'en fait, si c'est vraiment un fast-food, tu vois ce que je veux dire? Si c'est fast-food, tout est dans le nom. C'est-à-dire que c'est pour manger rapidement. Donc si c'est vraiment pour manger rapidement, bah écoute, y a pas de souci. Mais des fois, t'attends une heure pour avoir à manger. Donc déjà, le concept est plus là, tu vois. Si j'ai une heure alors je peux manger au resto. Et puis c'est le prix aussi, tu vois. Si c'est vraiment plus intéressant. Mais en fait, le vrai problème en France, c'est que si tu ne veux pas manger au fast-food, mais en fait, des fois, tu n'as pas le choix.
Parce que, en fait, si tu veux pas manger au fast-food, il faut manger entre midi et 2h et entre 19h et 21h. Voilà, c'est tout. C'est le seul moment en France où tu peux manger si tu veux pas manger au fast-food. Et en fait, moi, ça me casse les couilles, mais à un point énorme. En fait, t'es dans le pays, la capitale mondiale de la gastronomie, et t'as 4 heures pour manger par jour. Mais non, en fait, tu vois, genre, je comprends pas. Moi, j'ai envie de manger à 16h. Je fais comment? Bah, tu vas chez McDo, mec, parce qu'il y a que ça. C'est McDo kebab. Et des fois, je suis dans des villes de ouf. Une fois, j'étais, parce que moi, j'habite en banlieue parisienne, mais une fois, j'étais à Nîmes, tu vois. Nîmes, c'est une grosse ville quand même, putain de merde. J'étais à Nîmes, un lundi midi, d'accord? À côté de la gare, donc putain, il y avait pas un putain de resto d'ouvert. Ah bah non, c'est lundi. Mais ça veut dire quoi ça, tu vois? Et alors? Je m'en bats les couilles qu'on soit lundi. Alors c'est pas de leur faute aux restaurateurs, hein. Ils payent tellement de charges les mecs en fait s'ils voulaient ouvrir tout le temps, ça leur coûterait plus cher que ça leur apporterait. Et c'est ce que j'aime quand je suis aux États-Unis, quand je suis au Texas, c'est que t'as beaucoup moins de choix dans la qualité de la bouffe et tout, ça c'est clair. Mais par contre tu peux manger 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. T'as toujours un truc d'ouvert pour manger, tu vois. Et en fait moi j'ai travaillé 8 ans de nuit, d'accord, en horaire décalé. Et donc en fait pendant 8 ans le resto, bah faut vraiment le prévoir quoi, parce que t'es dans des horaires décalés, donc y a rien pour toi. Donc en vérité, les mecs qui crachent sur les fast-food, bah oui, mais bon, tu vois, moi je mange pas du tout régulièrement au fast-food, hein, pas du tout, mais bien sûr que ça m'arrive, parce que des fois, faut que je mange, tu vois, et bah voilà, comment on fait, tu vois. Donc ça, pour les mecs qui vivent en France, ça c'est le gros problème. Franchement, c'est la honte, ça fait partie des hontes de ce pays, c'est que putain, tu peux jamais manger quoi. Ça fait chier. Et le Texas, tu peux bouffer tout le temps partout. En tout cas, bon, moi je suis pas allé au Tout le Texas, je suis temps, allé et à New même, et York. Voilà, je vais te dire un truc au Texas, mais c'est pareil à peu près dans tous les États là-dessus, c'est que même même les supermarchés sont ouverts 24 heures sur 24. Donc tu vas faire tes courses à 3 heures du matin, ça pose pas de problème, tu vois. Donc même si t'avais pas de resto ouvert, et il y en a, hein, il y a 200 restos. Le Texas, t'as un resto tous les 20 mètres. Hein. Dans la ville où je suis, à Arlington, t'as 200 restos. Hein. Donc c'est un truc de ouf. Et si t'as pas ça, tu peux encore te faire livrer. T'as encore une fois, j'ai été pour rigoler, j'étais avec ma femme, je lui ai dit tiens, viens, on n'avait jamais été. J'ai dit tiens, viens, on essaye de voir ce qu'il y a sur Uber Eats, juste pour rigoler. Quand on était là-bas. Hein. Mais ça ne s'arrête pas. Tu fais défiler l'écran et en fait ça ne s'arrête pas. L'écran défile pendant 5 minutes parce que tu as une longue liste de restos qui est genre 500, tu vois. 500 restos qui peuvent te livrer, tu vois. Donc bon, là-bas effectivement. Après on est d'accord qu'il n'y a pas la même qualité de bouffe ouais, qu'ici. c'est ce que j'allais te demander. Encore que le Texas est très on va dire qu'ils sont déjà bien par rapport au reste des États-Unis, tu vois, parce que ils ont quand même la culture de la viande et tout qui elle est très bonne. Donc ils ont quand même une gastronomie locale que tu trouves pas dans tous les États. Et bien sûr, c'est incomparable avec la gastronomie française, mais au Texas, tu peux quand même bien manger sans manger au fast-food. Tu vois, c'est possible. Ça fait partie des États où c'est possible. Donc ça, c'est cool. Et oui, c'est 10 fois plus facile. Et puis après, si toi tu te fais à manger, bon, tu peux manger diète. Bah, comme je dis, hein, t'as des supermarchés ouverts 24 heures sur 24. Au supermarché, t'as 100 caisses, d'accord, avec la caissière qui te met elle-même tes courses dans le sac plastique, en fait. Donc en fait, prendre les courses, faire les courses, ça prend 10 fois moins de temps. Tu vois. Donc ça prend 10 fois moins de temps, tu peux y aller quand tu veux, parce que comme c'est ouvert 24h24, bah il y a moins d'affluence, hein, forcément. Donc voilà, en plus de ça, la taxation sur la bouffe, au Texas, elle est minime, tu fais 100 balles de course, t'as 1,50 € de taxe. Donc, donc oui, c'est plus facile, c'est clair, hein, là-dessus. Et à part la bouffe, à part la communauté en développé couché dont tu as parlé tout à l'heure, c'est quoi qui Ah ouais, au t'attire aux powerlifting en États-Unis? général. Powerlifting, ouais. À part ça, bon, qui représente déjà beaucoup de choses de ce que tu aimes, Bah qu'est-ce qui oui. t'attire particulièrement au Texas, aux États-unis? Alors moi, c'est vraiment au C'est quoi Texas, hein, parce que je pense tous les États sont différents, et en plus de ça, le Texas, c'est vraiment un État, tout le monde te le dira, hein, qui est quand même assez à part. Donc tu peux pas comparer la vie au Texas à la vie en Californie, ou ça, c'est vraiment des choses très différentes. Donc moi, en fait, ce qui m'attire vraiment au Texas, c'est le cadre de vie, déjà. Bon, déjà, effectivement, hein, moi, je coche plusieurs critères dans le sens où je suis anglophone, je fais du powerlifting, donc déjà, j'ai un sport qui est reconnu là-bas. Le coaching dans ce genre de sport, quand t'as un palmarès, c'est très facile à mettre en place, ça rapporte de l'argent. Donc c'est sûr que j'ai des prédispositions déjà à aller là-bas. Mais en plus de ça, et j'ai mon coach qui est sur place et j'ai une communauté de potes vraiment qui sont sur place. Je connais beaucoup de monde, donc du coup c'est cool quoi. Mais même hors de ça, bon, moi j'aime
Alors, j'aime vraiment le cadre de vie. Le Nord Texas, c'est un endroit où il y a peu de criminalité, où les gens sont très déstressés, très détendus. Il y a une très bonne économie, hein. Il y a moins de 1% de chômage. Donc, les gens, quand ils travaillent, ils gagnent vraiment de quoi vivre. Donc, du coup, c'est voilà. Le cadre de vie global, il y a quasiment aucune tension. Sur la route et tout, ça se ressent. Les routes sont gigantesques, tu vois, super bien entretenues. Les mecs s'embrouillent pas sur la route. Donc, non, franchement. Tu vois, c'est le cadre de vie global, il est très agréable. En plus, il fait soleil 10 mois par an, tu vois. Donc, ouais, c'est très agréable à vivre. C'est très détendu. Et tous les gens te le disent, même les gens des autres États, les Texans sont gentils, tu vois. C'est des gens, comme ils vivent dans un endroit déstressé, où, tu vois, où ils ont pas trop de problèmes, du coup, ils sont cool et ils sont gentils les uns avec les autres. Moi, je vais te donner un exemple. Un jour, je venais d'arriver au Texas, j'étais à un Walmart, je fais mes courses et en fait, je galère avec ma carte bleue parce que les machines là-bas, ça fonctionne pas pareil. Enfin bref. Donc je galère, tu vois. J'arrive pas à la faire fonctionner. C'est pas qu'elle passe pas, c'est que j'arrive pas à la faire fonctionner. Mais le mec derrière moi, il croit que ma carte passe pas, tu vois. Et j'avais fait 70 balles de course, tu vois. Et le mec derrière moi que je connaissais pas, hein, c'était un black qui était là, un daron, tu vois. Il m'a fait, bah t'inquiète, je vais payer 70 balles de course. Je dis mais non tout. Il me fait, bah si, tu vas pas rester en galère, t'inquiète, je vais payer, tu vois. Et voilà. Et quand j'ai raconté ça à d'autres gens là-bas, ça les a pas choqués, tu vois. Ils m'ont dit ouais bah ouais c'est gentil ouais. Tu vois genre comme si c'était un geste normal, tu vois. Mais mec c'est un truc de ouf en fait. Enfin tu vois et ça en fait ça c'est la France des années 60. Mais nous ça fait 60 ans que c'est plus comme ça en fait. Donc c'est sûr que ouais ça fait du bien. La nature est mortelle, il y a des grands espaces sauvages. Moi tu sais, j'aime ce côté moitié civilisation, moitié sauvage, tu vois. Tu vois, j'aurais pu vivre, tu vois, si c'était plus cool au niveau de l'ambiance sociale, j'aurais pu vivre en Afrique, tu vois. Parce que j'aime ce côté ville et à côté, tu vois, à côté c'est la nature, le côté aventure un peu. Donc le Texas c'est ça, tu vois, c'est des grosses villes, tu sors et puis il y a plus rien. Et puis à côté de ça, genre t'es dans des méga villes, tu vois, genre comme je te dis avec Uber, etc. Mais t'as des serpents à sonnette, des coyotes, des alligators dans les lacs, tu vois. Enfin voilà, t'as des mecs, quand t'es au milieu de Dallas, t'es au milieu des trucs, quartiers d'affaires, et t'as des mecs qui passent en pick-up avec des troncs d'arbres entassés dans leur coffre ou des trucs comme ça, tu vois. Donc T'as prévu d'habiter là-bas? ouais, T'aimerais- j'essaye ouais. d'habiter là-bas. Ouais, j'essaye d'habiter là-bas. Là, je pars normalement l'année 2021. Je suis censé y partir 6 mois. Et à terme, j'essaie d'avoir ma carte verte pour habiter là-bas. Ouais. Ah, tu vas nous faire de super vidéos, hein, là-bas. Et ouais. Bah, pendant que je vais être 6 mois là-bas, je vais essayer de faire une série de vidéos où je vais montrer un peu ma vie là-bas parce que je pense que ouais, il y a. Enfin, c'est pas que je pense, je sais. Pour moi, y aller Ah, bien sûr. parce que j'y vais régulièrement qu'il y a beaucoup de choses à montrer qui vont faire kiffer les gens. Ouais. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Après, voilà, hein. Un Français qui montre comment c'est de vivre au Texas. Et en plus, le côté, enfin, je sais pas ce que tu auras prévu de faire, mais la bonne bouffe, montrer un petit peu ce qui se passe en termes de gastro, Bien sûr, ouais, c'est la tout ça que je vais force, montrer. l'entraînement. C'est ça. Ça va être C'est tout énorme. ça que je vais montrer, ouais, effectivement. Voilà. Après, j'oublie pas qui je me prends pas pour un Américain, je suis absolument pas texan ni rien. Simplement, si tu vis là-bas, c'est normal d'être intégré et tu vois, je veux dire, les gens, ils t'accueillent. À un moment, ils t'accueillent, ils te donnent du travail et tout. Ici, il y a plus de travail, il y a plus moyen de faire du fric et il y a plus de sécurité. Donc, si je vais dans un endroit où les mecs me procurent de la sécurité, du travail et que t'accueillent, c'est normal aussi de s'intégrer et tu vois, d'être respectueux de leur pays. Ça veut pas dire que j'oublie que je suis français ou quoi. Je vais pas renoncer à ma nationalité française. Le jour où ça ira mieux ici, je reviendrai avec plaisir, tu vois. Mais voilà, tu vois, quand je vois avec ce que j'ai fait en fait, avec mon palmarès et ce que j'ai rapporté, et puis l'image de la France quand même que j'ai quand même plutôt en général mis à l'honneur un peu partout. Bon, j'ai jamais eu ne serait-ce que 1 euro de subvention en France, tu vois. Donc bon, en fait, ça me fait un peu chier, tu vois, quand je vois que moi j'ai pas 1 euro et après on va donner 50 000 balles de subvention à je sais pas qui fait des vidéos où il baisse des arbres sur YouTube. Bon, ça, tu vois, c'est parce qu'en France c'est ça en gros. Il y a des, Mais baisse des arbres sur non, mais YouTube. genre Solange te Je l'ai parle ou pas les vu. merdes, Solange te parle ou les merdes dans le genre, tu vois, qui prennent des billets de 50 000, bon bah voilà, tu vois, tu sais, à un moment, si l'État te chie dessus, tu vois, c'est normal aussi que, tu vois, parce que les gens, ils sont un peu rageux de ça, tu sais, ils disent ouais, t'abandonnes, tu pars et tout, mais bon, moi j'ai essayé de faire ce que je voulais, tu vois. Aujourd'hui, moi j'ai pas envie de faire des enfants, j'ai envie de faire des enfants, j'ai pas envie de les faire en France. J'ai pas envie de leur offrir ça. La vie en France, elle est nulle. C'est la vérité. À un moment, faut se rendre à l'évidence. La vie en France est nulle à l'heure actuelle. On vit mal, très mal. On bosse comme des chiens pour pas grand chose et on vit mal, on est stressé, y a rien qui va, le gouvernement nous pisse à la gueule en permanence, donc bon bah non, tu vois, j'ai pas envie de leur offrir ça, j'ai pas envie de voir une fille et de lui expliquer qu'il faut qu'elle regarde ses pompes quand elle marche dans les transports pour pas se faire violer. Donc je pars et effectivement le jour où ça ira mieux ou alors le jour où il faut revenir pour que ça aille mieux, oui, là je reviendrai, je serai le premier à revenir, il y a pas de souci, moi, mais mes racines elles sont en France et mon esprit il est français et il le sera jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu penses qui a déconné Après, on va passer aux trois dernières questions, mais je suis curieux d'avoir ton avis parce que
Ça fait rebondir sur des sujets on n'a pas l'habitude de parler sur ce podcast, mais Ouais, justement, c'est ça qui est intéressant. j'y Qu'est-ce verse un qui, peu. tu penses, qui a déconné pour que la France s'en soit arrivée ici? Moi, je me suis expatrié. euh, pour certaines des raisons dont tu as parlé, pour d'autres raisons ensuite, des raisons plus perso. Mais je vois un petit peu, hein, comme je suis parti, donc je vois de l'extérieur et je vois un peu ces gens qui ont envie d'aller ailleurs, qui ont envie qui n'apprécient pas être en France. Et quand je rentre en France en vacances, je suis content ensuite de revenir ici. C'est pas la même mentalité, tout ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais qu'est-ce qui a déconné selon toi? Euh, pour moi, en fait, c'est la somme de plein de choses qui prennent du temps à expliquer. En fait, pour moi, il y a d'abord eu un nettoyage de la population qui s'est fait à cause des guerres, d'accord, qui fait que en fait, si tu préfères, en gros, la France, il faut remonter loin, hein, parce que pour répondre vraiment correctement à la question, il faut remonter loin, parce qu'en fait, c'est une somme de plein de choses. Bien sûr. En gros, si tu préfères, il faut comprendre que la France, jusqu'au XVIIIe siècle, c'est la Chine de l'Europe. En France, on a 28 millions d'habitants quand les Anglais sont 11 millions, tu vois. On est énorme, on a un truc démographique qui est gigantesque, d'accord. En plus de ça, on a la meilleure armée du monde, donc on pèse énormément. Ces mecs-là, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux choses qui se passent. Il y a le droit d'aînesse qui est mis en place, donc ça veut dire que pour quelqu'un, en fait, quand le droit d'aînesse qui est supprimé, ça veut dire que quand tu as une terre, quand t'es paysan par exemple, ou que t'es chef d'entreprise et que t'as une entreprise, au lieu que ce soit que tout aille à ton enfant aîné, c'est divisé entre tes enfants. Donc les paysans ne font plus d'enfants. À l'époque, les paysans, ça représente 70% de la population, hein. Donc ils font plus que un ou deux enfants parce qu'en fait ils ont des grosses terres, ils ont pas envie que ce soit découpé en petites parcelles. Donc chute de la démographie. En plus de ça, il y a le retrait, donc qu'on apprend. La médecine définit vraiment le retrait dans le sens où tu as le fait de se retirer pour pas avoir d'enfants. Donc donc la bourgeoisie fait moins d'enfants aussi parce qu'ils découvrent cette technique. Donc on enclin dedans, tu vois. Donc ça c'est au XVIIe siècle, passage au XVIIIe siècle. Il y a des guerres, etc., hein, guerre de coalition, il y a tout ça qu'on connaît, la guerre révolutionnaire, la guerre de coalition, etc. Et puis on arrive à la Première Guerre mondiale. Et la Première Guerre mondiale, c'est une épuration totale des gènes entre guillemets français, dans le sens où tous les mecs, il y a une expression qui dit les Français de 14, il y en aura plus. Et c'est exactement ça. Les Français de 14, c'est pas les Français d'aujourd'hui. En fait, si tu prends les 1% de mecs les plus solides aujourd'hui, c'est ce qui reste à peu près, c'est une pâle copie des Français de 14. À l'époque, c'est la norme. Donc les Français de 14, c'est des mecs qui vont faut lire, j'en ai parlé avec Papacito, j'en parle régulièrement, il faut lire des lettres de soldats et tout, il faut comprendre que les mecs sont extrêmement solides et que le français c'est un mec extrêmement déter, extrêmement viril, donc ça protège aussi le pays de dérive, tu vois. C'est-à-dire quand t'as une population solide et compacte comme ça et homogène et puissante, ils peuvent pas laisser partir le truc partir complètement en couille. Bon, bah tous ces gens-là meurent en fait, tu vois. Donc ceux qui restent en fait, c'est pour la plupart les descendants de ceux qui sont cachés, qui sont tu vois, des mecs qui étaient réformés, etc., des plus faibles. Donc bien sûr dans une proportion, hein, toute proportion gardée, mais il faut comprendre que ça joue énormément. Ok. Ensuite, Deuxième Guerre mondiale, guerre d'Indoche, guerre d'Algérie. Il faut comprendre que Pétain, quand il signe l'armistice, c'est aussi une des raisons pour lesquelles il fait. Il est dit, on peut pas se remettre, on n'a plus la machine démographique pour se remettre d'un 14-18. Lui, c'est ce qu'il a peur, tu vois. Donc c'est ça, tu vois. Aujourd'hui, on fabriquait plus assez d'enfants. Donc boum, deuxième, tu vois, deuxième vague, moindre, mais qui est quand même forte. Donc voilà. Donc tous ces mecs-là disparaissent. En même temps, on se prend une vague d'immigration de gauche parce que tu as tous les réfugiés politiques espagnols, italiens, etc., des pays fascistes frontaliers en fait qui viennent. Donc ce sont des communistes, des anarchistes, tout. On a une énorme vague, tu vois, qui vont entre guillemets remplacer une partie des Français qui sont morts. Ces gens-là, ils vont infiltrer les milieux universitaires énormément, tu vois, jusqu'à les dominer complètement. Et une fois qu'ils ont dominé complètement les milieux universitaires, et donc parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui, le milieu universitaire français est d'extrême gauche, hein, vraiment. N'importe qui, le mec qui dit le contraire est soit inculte, soit de mauvaise foi, parce que même les universitaires le disent. Hein, il y a une fuite des cerveaux au CNRS, par exemple, qui disent qu'ils peuvent plus travailler parce que c'est trop politisé. Donc tous les historiens galèrent à travailler en France, ils sont obligés de faire des études à Oxford, etc. Parce qu'en France, on te laisse pas bosser. Donc voilà, ils infiltrent le milieu universitaire et le milieu culturel. Et à partir de ce moment-là, bah, la machine est lancée. Hein. Les années 60, on connaît, il y a mai 68, etc. On destitue De Gaulle et puis après on lance la machine à laver
socialistes et trotskistes, et en fait, une population de faibles amène des problèmes, tu vois. Donc les gens sont de plus en plus faibles, de plus en plus, tu vois, et à côté de ça, les portes de la France sont ouvertes à des populations qui, elles, n'ont pas eu la machine à laver trotskiste, tu vois, donc qui arrivent avec des mœurs beaucoup plus traditionnelles. Donc le choc crée des problèmes aussi, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en fait, aujourd'hui, moi, je pense que oui, tu vois, tout ce que je t'ai raconté au niveau historique mêlé à la véritable trahison de la gauche fait qu'on en est là aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, c'est la mentalité de gauchisante culturelle et universitaire française qui a vraiment mené le pays à sa perte, qui a émergé sur les ruines des cadavres des mecs de 14, en fait. Ok, je te remercie pour avoir partagé un peu tout ça là. Est-ce que tu penses que toi, des choses comme ta chaîne YouTube par exemple, ou le fait de rendre plus visible le sport et les bonnes valeurs permet de rééquilibrer un peu tout ça, ou honnêtement, ou t'es pas très t'es pas très un peu pessimiste par rapport à tout ça? Alors, je pense que c'est utile, dans le sens, je me sens utile. Après, attention, hein, faut pas non plus exagérer, hein. Tout le monde, peut être utile à différentes proportions, d'accord? Même si c'est petit, c'est utile. C'est utile dans le sens où des mecs comme moi, Papacito, des mecs comme ça, etc., tu vois, on crée un soft. En fait, jusqu'ici, jusqu'à ce que Internet, quand moi j'ai découvert Internet, tu vois, genre, moi j'ai 26 ans, donc j'ai découvert Internet, le premier Internet, tu vois. Tu vois, c'était comme la télé, c'était comme la musique, c'était comme tout ça, c'était réservé à la gauche. Le milieu culturel était de gauche, point, tu vois. Ça, on leur a laissé pendant 60 ans. Aujourd'hui, il y a un soft power, enfin, il y a un soft power de droite qui se crée. Ça veut dire qu'on peut être stylé de droite. Les gens commencent à comprendre, tu vois, que t'es pas obligé d'être de gauche pour être stylé. La gauche s'est ridiculisée parce que les modèles de gauche de l'époque, les Gainsbourg, les mecs comme ça, tu vois, qui étaient des mecs stylés entre guillemets, parce que c'était des mecs qui transgressaient, qui faisaient des blagues lourdes que personne voulait entendre, tu vois. Ça, ils disaient des choses que personne voulait entendre. Ils buvaient, ils fumaient, ils faisaient des trucs, tu vois, qu'on disait qu'il fallait pas faire. Donc du coup, ils étaient stylés. Aujourd'hui, les mecs stylés de gauche, c'est tout l'inverse. En fait, c'est des espèces de nonnes du gauchisme, c'est-à-dire au contraire, tu vois, ils sont en mode le bien vivre, le machin, l'écologie, ne surtout pas faire de blagues qui va vexer quelqu'un et tout, donc surtout ne dire que des trucs très très aseptisés, très lisses. En plus, ils sont pas du tout à contre-courant parce qu'ils sont complètement dans l'optique du gouvernement. Donc en fait, ils font plus rêver, tu vois. Donc eux, ils ont perdu leur côté, leur soft power complet, parce qu'en fait, ils font plus rêver, parce qu'en fait, c'est que des mecs en fait, aujourd'hui, c'est soit des vieux boomers lourds qui en général ont tripoté des gosses, soit des mecs de 50 kilos avec des cheveux bleus, tu vois. C'est ça la gauche aujourd'hui. Donc le jeune aujourd'hui, ça le fait plus triper, tu vois. Et à côté de ça, il y a un soft power de droite qui s'est créé. Internet s'est droitisé quand même, tu vois. Il y a des mecs comme le Raptor, comme pas mal de choses. Et puis même plus neutrement, tu vois, t'as des mecs qui ont des émissions comme Vincent Moscato, comme tu vois, t'as des mecs assez solides qui ont des places, tu vois, et qui se font une place au milieu de tout ça, et qui donnent des exemples de mecs, bah ouais, non, moi je suis pas un débile, j'ai pas un corps de lâche, j'ai quand même du pognon, je baisse quand même des meufs, tu vois, je suis pas un loser, tu vois. Il y a des Nurchi, d'Éric Zemmour, des délires comme ça, tu vois, que tu pouvais pas voir à l'époque. Donc, et au sein des sportifs, c'est pareil, tu vois, il y a pas que des Obama qui fait du basket, tu vois, t'as aussi d'autres mecs, tu vois, t'as aussi des mecs, voilà, tu vois, qui sont dans d'autres délires avec d'autres anciennes valeurs et tout, et qui pourtant sont très stylés, tu vois. Ouais. Je suis d'accord avec toi sur la droitisation, enfin l'attrait vers la droitisation de certains youtubeurs et qui deviennent un peu plus mainstream. Je l'ai remarqué aussi. Tant mieux, parce que voilà, comme je te dis, les mecs cherchent des modèles ailleurs, donc il faut en profiter. Il y a une brèche. Après, ça ne crée pas des gens. Il faut bien comprendre que c'est simplement des gens qui sortent du silence. Tout ce public existait, simplement il fermait sa gueule parce qu'il y avait rien qui lui était proposé. Tous les mecs qui me suivent et qui disent putain génial, on fait un truc à l'ancienne et tout, qui disent ça à Papacito, à des mecs comme ça, ces mecs-là, c'est pas nous qui les avons fait devenir comme ça. C'est juste que on s'exprime pour eux, donc du coup, ah cool. Et puis pour des petits jeunes, ça donne des exemples, tu vois. Ils se disent bon, ils sont pas obligés d'être comme nous, mais ils se disent c'est possible, tu vois, c'est possible d'être comme ça. Ouais. Tu connais Julien Rochedy? Oui, très bien, je le connais très bien. Voilà, bah, sa ligne, elle est sur le même principe, lui. Et c'est très intelligent ce qu'il fait. Ouais, oui, non, mais c'est ça. C'est
c'est une recommandation pour ceux qui veulent aller voir. C'est un grand fan de Nietzsche, qui adore Voilà. l'histoire, qui Ouais, adore. ouais. C'est un mec très Adore cultivé comprendre. et qui est beau gosse, qui a un beau physique, qui parle aussi de ça, de la culture physique, etc. Donc c'est un mec qui réussit et qui a réussi sa vie, qui vend des bouquins et tout. Donc voilà, c'est un exemple à suivre, clairement. Je Bon, suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, c'est pas le problème d'être sur oui, la bien même sûr. ligne exactement, c'est juste le problème de voilà, un mec stylé à suivre, pas de souci quoi. Bon, on va passer aux petites 3 questions de fin. Première question, si on pouvait revenir 10 ans en arrière, qu'est-ce que tu aurais besoin d'entendre? Le meilleur conseil que tu aurais besoin d'entendre? Ah putain, c'est intéressant ça. 10 ans en arrière. Ouais, je pense que je me dirais, alors 10 ans, il y a 10 ans, il y a 10 ans, on était en quelle année? En 2010, ouais. Je me dirais, ça va payer, tu vois. Parce qu'en fait, forcément, tu doutes au début, et du coup, au début, j'ai pas forcément été autant à fond que j'aurais pu être, tu vois. Je faisais encore beaucoup de bringues avec des potes et tout, tu vois, des trucs comme ça, qui servaient à rien. Parce que, voilà, tu vois, et je pense que, 10 ans en arrière, si j'avais été sûr, enfin si quelqu'un me disait ça va payer, c'est sûr, ça va faire ce que tu veux faire, euh, je me serais, ça se trouve aujourd'hui j'aurais un niveau un petit peu supérieur parce que j'aurais gagné du temps. Ok. Deuxième question, est-ce que tu as un modèle, ou tu as eu un modèle, un mentor? Alors au début c'était Didier Michelon évidemment, ça a toujours été, hein, parce que dans le bench, hein, je parle vraiment dans le bench parce que c'est un mec très très rigoureux dans les entraînements, voilà, c'est quelqu'un de très fort et de très rigoureux, donc ça m'a donné un modèle de discipline. C'est un mec très très discipliné, c'est un ancien capitaine de l'armée de terre, c'est un mec très discipliné dans le sport. Il m'a donné le goût de enfin il m'a bien montré que la discipline c'est ce qui payait, tu vois. Moi j'avais été élevé vraiment dans une éducation disciplinaire de toute façon. Lui il m'a montré, bah écoute, c'est bien, garde ça parce que c'est ça qui marche dans le sport. Donc ça a été mon premier vrai modèle, tu vois. Ok. Alors, est-ce que tu peux me l'épeler, s'il te plaît, parce que j'aimerais me le noter. Michelon, c'est Michelon. LON. Ok. Enfin, dernière question, est-ce qu'il y a un livre, toi, qui t'a marqué et que tu as envie de recommander aujourd'hui? Ouais, bien sûr. Dans le bench, il y en a un, parce que je parle quand même plus de bench principalement, hein. Dans le bench, il y en a un, mais c'est un livre qui n'est que en anglais, hélas. Et peut-être que je travaillerai un jour avec l'auteur pour faire en français. C'est Bench Press Science de Josh Bryant. Donc Josh Bryant, c'est mon coach actuel, c'est le plus grand spécialiste au monde de développer couché. Et il a un livre qui s'appelle Bench Press Science, qui est vraiment, parce qu'il a écrit beaucoup de bouquins qui sont des best-sellers Amazon à chaque fois dans le sport, qui sont des sujets variés liés au sport et au powerlifting, mais son livre que sur le bench, c'est Bench Press Science, et c'est incroyable. Enfin, pour moi, c'est la Bible du bench, ça a été ma révélation. Quand je l'ai lu, c'est ce qui a fait que j'ai voulu travailler avec ce coach. J'ai mis 3 ans à ce qu'il m'accepte, mais ouais, c'est vraiment tout ce qu'on a dit et bien plus sur le dos, machin, sur tout ça, sur la programmation aussi et tout. Pour beaucoup de mecs, ça va complètement à l'encontre de ce qu'ils pensent, j'imagine, et du coup ça te fait découvrir des trucs. Moi, en fait, quand j'ai lu ce bouquin, je me suis dit mais attends, mais en fait ce que je fais, c'est pas du bench en fait, tu vois. Genre c'était vraiment, je me suis dit d'accord, ok, en fait moi j'ai pas l'impression de faire ça, tu vois. Donc non non, ouais, c'est top. Bon, on mettra tout ça dans les notes de l'épisode. On mettra également ta chaîne YouTube pour que les gens puissent aller te Ouais, bien. retrouver, s'abonner. Si on veut te contacter, si on veut te retrouver sur d'autres réseaux, où c'est qu'on peut renvoyer Alors, les personnes? sur Instagram, évidemment, hein, de toute façon, les gens ils peuvent me suivre sur Instagram, c'est là où je suis le plus actif. Et sinon, pour tout ce qui est des demandes commerciales ou les demandes de coaching ou de conférences, de stages, tout ça, c'est sur bench.cigars@outlook.com. C'est mon adresse mail pro. Ok. Eh ben voilà, ça sera mis. C'était super agréable de discuter avec toi. Est-ce que tu as une dernière chose à rajouter, un message Ouais, que tu écoute, voudrais faire passer franchement, avant de finir? c'était cool. Écoute, j'espère que ça sera écouté parce que ça peut servir à certains. Et puis parce que j'ai dit des choses que je dis pas forcément ailleurs ou j'ai pas l'occasion d'en parler. Donc ça peut être, pour les gens qui trouvent que ce que je dis intéressant, ça peut les intéresser. En tout cas, pour les mecs qui se lancent dans le bench aussi, je pense. Ouais, je suis sûr aussi. Bah écoutez, voilà, on en arrive à la fin. Baptiste Marché de la chaîne Bench and Bench and Cigars. Cigars. Voilà, Bench and Cigars, exactement. Allez retrouver tout ça. T'as 20 000 abonnés aujourd'hui et je pense que ça va très très vite monter. Très très vite monter. Moi je pense que d'ici 2021, on va te retrouver avec au moins 50 000 abonnés. Et ça serait bien. 50, 100 000 abonnés. Bah, j'espère, coach, j'espère.
Voilà, bon, si vous avez apprécié cet épisode, notez-le sur Apple Podcast, sur n'importe quelle plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast, mais c'est vrai que seul iTunes, Apple Podcast permet de faire des évaluations et des commentaires. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous aussi à ce podcast. Ça, je le dis jamais, abonnez-vous, parce que pour moi, ça paraît un petit peu évident si vous voulez recevoir les nouveaux épisodes à chaque fois qu'ils sortent de manière automatique en notification sur votre téléphone. Abonnez-vous simplement, hein, ça prend pas beaucoup. Et puis un truc que je rappelle pas du tout, mais vous pouvez vous inscrire à la lettre biomécanique. Je laisserai le lien dans la description, ça sera probablement le premier lien. C'est la newsletter privée du podcast où je partage des choses privées, voilà, sur les douleurs, sur comment s'améliorer en sport, mon expérience aussi. Et un petit peu plus d'actualité, et puis il y a des choses qui vont venir, donc n'hésitez pas à vous abonner. Pour l'instant, j'envoie un email par mois, comme j'appelle ça la lettre biomécanique, c'est la newsletter générale, mais probablement que dans les prochaines semaines, ça va monter un petit peu en fréquence, et il y aura de plus en plus de contenu. Voilà, fin de l'auto-promo. Baptiste, je te remercie. Je te souhaite une excellente continuation, et puis j'espère te voir bientôt, et peut-être discuter prochainement sur d'autres thèmes et sujets. Ça marche, à bientôt.